L'histoire commence alors que Haruka se cache près de gobelins. L'idiot gâche sa couverture en marchant sur la plus petite brindille qui soit, et les gobelins se lancent à sa poursuite. Haruka sourit avec une confiance absolue en sautant dans les airs, et tous les gobelins tombent dans son piège. Haruka est très content de lui, car il a réussi à survivre seul dans un autre monde. Un retour en arrière permet de comprendre comment Haruka s'est retrouvé dans cette situation. Haruka a toujours été un solitaire, et il nous explique que c'est parce qu'il n'a jamais voulu avoir affaire à ses camarades de classe. Il n'aime aucun d'entre eux et ils ne font que l'empêcher de faire ce qu'il trouve le plus important, c'est-à-dire lire. En regardant sa classe, Haruka constate que la division entre les élèves est très claire, il y a les filles populaires, les délinquants, les sportifs, le délégué de classe, les intellos et la catégorie, autres. Haruka n'appartenait à aucun de ces groupes, mais il ne voulait pas qu'il en soit autrement. C'est alors qu'un cercle magique surgit de nulle part. Haruka était excité parce qu'il ressemblait à ceux qu'il avait lus dans les mangas, mais il se souvenait qu'aller dans un autre monde était une vraie galère. Les héros des mangas finissaient toujours par devoir être entourés d'un tas de gens, mais cela ressemblait à de la torture pour Haruka. Il fit de son mieux pour sortir de la salle de classe, mais cela ne se passa pas très bien. Tous les autres élèves paniquèrent lorsque le cercle magique s'agrandit, mais Haruka réussit à s'échapper par une bouche d'aération. Malheureusement pour lui, le cercle magique l'a poursuivi jusque-là, et il s'est retrouvé dans le vide blanc générique. Haruka savait exactement à quoi s'attendre après avoir lu tant de mangas. Il se demanda où se trouvait le roi typique et quand sa fille, qui était hors de portée de n'importe quel nerf, se montrerait. Un vieil homme lui fit un signe frénétique, et Haruka comprit que cet homme était une sorte de dieu. Il s'avère que la téléportation se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi, si bien que les camarades de classe de Haruka ont déjà été téléportés et que Haruka est resté sur le carreau. Haruka a pu choisir son statut et ses compétences juste avant d'être envoyé dans son nouveau monde. Un tableau géant apparut avec toutes les options, mais Haruka était déçu par quelque chose. C'était la première fois que le vieux dieu convoquait autant de personnes, donc toutes les compétences de triche étaient déjà prises, et il ne restait que les compétences sans valeur. Haruka jeta un coup d'œil aux options qui s'offraient à lui, mais elles étaient toutes terribles. L'une d'entre elles consistait simplement à pouvoir tenir un bâton. D'autres se contentaient d'une bonne santé générale et d'une bonne marche. Haruka se sentit encore plus mal à l'aise en voyant les compétences surpuissantes qu'il n'avait pas pu acquérir, comme la magie à 4 éléments. Pour en revenir aux mauvaises choses, Haruka trouva des titres comme « enfermé » et « NIT ». Haruka demanda au vieil homme de lui donner plus d'options, car il ne pourrait même pas passer le premier village avec celle qu'il avait à choisir. Le vieil homme en eut assez et décida de donner à Haruka toutes les compétences restantes en une seule fois. Haruka obtint toutes les compétences inutiles restantes et fut téléporté. Dans le nouveau monde, Haruka reçoit un sac pouvant contenir un nombre illimité d'objets. Haruka s'équipe et vérifie ses statistiques. Son écran de statistiques lui indique de lancer des dés, et il se souvient d'avoir lu un article sur cette compétence. Elle lui permet d'attribuer des points en lançant des dés. Haruka maudit le vieil homme de lui avoir donné une compétence aussi inutile et lance les dés. Il obtient un double M, mais Haruka n'a aucune idée de ce que cela signifie. Il imagine le pire, pensant que M signifie masochiste. Cependant, son écran de statistiques lui dit simplement de choisir la statistique qu'il veut ajouter. Haruka ne pense pas que les statistiques brutes l'aideront à survivre avec ses terribles capacités, il choisit donc de mettre les points dans la chance. Sa stratégie consiste à ignorer complètement une construction équilibrée et à maximiser la chance. C'est alors qu'Haruka réalise que le M signifie max, car sa statistique de chance est maintenant au maximum. Haruka est surpris lorsqu'il remarque qu'il a 2 compétences supplémentaires parmi la mer de compétences inutiles. Il suppose que c'est parce qu'il a été invoqué seul. Le titre de « solitaire » de Haruka signifie qu'il est le solitaire sans amis et qu'il ne peut pas former de groupe. Sa compétence, servitude, lui permet de commander les autres, et elle lui a été donnée en raison de son statut de solitaire. C'est plutôt cool, mais cela signifie aussi qu'Haruka doit dire adieu à son rêve d'avoir un harem. Haruka se demande où sont passés tous ses camarades de classe, mais cela n'a pas d'importance car il ne peut pas se regrouper avec eux de toute façon. Haruka décide de commencer son voyage, et il veut commencer par s'assurer une base d'opération. Il est difficile de voir à travers la forêt, et Haruka craint qu'un monstre n'apparaisse. Il se demande s'il a une compétence qui pourrait lui être utile, mais la seule qui lui vient à l'esprit est celle qui lui permet de s'endormir. Haruka essaie les lentilles de contact qu'il a dans son sac et se rend compte qu'elles sont très utiles. Elles lui permettent de voir tout un tas de choses supplémentaires, et il découvre qu'elles lui confèrent la compétence d'évaluation. Haruka trouve alors un champignon comestible qui lui permet d'exploiter ses capacités latentes. Son sac sans fond lui permet d'en prendre autant qu'il le souhaite, et il s'excuse auprès de lui de l'avoir jugé inutile un peu plus tôt. Haruka boit de l'eau, mais il entend quelque chose au loin. Ce bruit le conduit à une grotte, et il prie pour ne pas y trouver un monstre. Le sac d'Haruka contenait des affaires de camping, il décide donc de faire de cette grotte sa base.
Il utilise la magie de température pour enflammer quelques brindilles et constate que les compétences restantes sont en fait très utiles. Haruka vérifie à nouveau ses statistiques et constate que sa magie de température a augmenté, ce qui a débloqué la magie de feu. Haruka s'inquiète de ce qu'il fera si un monstre apparaît car il ne peut que le frapper avec le bâton pour le moment, mais il finit par s'endormir. Le lendemain, Haruka se réveille et constate que tout va bien. Il a des objets qui repoussent les monstres, et son titre de « Shut-in » protège son espace de vie. Haruka peut maintenant utiliser la magie du feu pour allumer des feux, alors il se prépare un petit déjeuner. Il avait du bœuf séché dans son sac et des champignons qu'il avait trouvés la veille. La nourriture est délicieuse, et Haruka est très reconnaissant pour son sac de départ de villageois. Mais ce n'est pas seulement un sac de villageois, Haruka pense qu'il s'agit plutôt d'un sac de survie. Haruka part à la recherche de nourriture pour plus tard, mais il sait qu'il doit avant tout se protéger des monstres. C'est alors que Haruka découvre la dernière chose qu'il voulait voir, 2 gobelins. Ce sont des monstres de petite taille, mais leurs statistiques sont plus élevées que prévu. Haruka se demande s'il peut gagner, mais il se rend compte que cela n'a pas d'importance car il devra apprendre à faire face aux monstres d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, Haruka ne pense pas que son bâton soit d'une grande utilité. Haruka possède une compétence appelée « enveloppe », qui lui permet d'envelopper toutes sortes de choses avec de la magie et de leur accorder divers effets. Cela semble rendre son bâton plus fort, et Haruka est déterminé à surpasser tout le monde, même sans aucune compétence de triche. Haruka commence sa toute première attaque, et il bat brutalement le premier gobelin qui ne se doute de rien. Le deuxième gobelin tente de l'attaquer, mais ses coups sont plutôt nuls, et Haruka les esquive facilement. Haruka sait comment utiliser un nouveau pouvoir, et il élimine le deuxième gobelin. Ensuite, Haruka est heureux d'avoir gagné sa première bataille, et il retourne à la base. Il ramène l'une des massues utilisées par le gobelin, mais il estime que son bâton est encore meilleur. Haruka est ravi de constater qu'il est monté en niveau et que toutes ses statistiques ont plus que doublé. Sa maîtrise de la canne a également augmenté, ce qui est étrange car il n'a fait que balancer son bâton plusieurs fois. Haruka a également obtenu une infusion magique, probablement parce qu'il a enchanté son bâton avec de la magie. Ses exercices de musculation ont également augmenté, car Haruka n'a jamais manqué un exercice matinal. Haruka exagère un peu, car il n'est dans ce nouveau monde que depuis 2 jours. Plus tard, Haruka est déjà fatigué de manger des champignons. Il préférerait manger de la viande, mais il sait qu'il se ferait gronder par le délégué de classe pour son ingratitude. Une fois son repas terminé, Haruka décide d'essayer de s'améliorer. Cette infusion magique augmente ses défenses physiques et magiques. La compétence d'évaluation d'Haruka a également atteint le niveau 2, mais il se demande pourquoi il affiche un tas de points d'interrogation sur toutes ses affaires. Haruka décide de ne pas trop réfléchir et part. Il se réjouit que la forêt l'ait déjà gratifié de quelque chose, mais il se rend compte que ce n'est qu'un champignon de plus. Haruka cherche de la viande qui pourrait pousser des arbres, mais il se souvient qu'il est censé pratiquer sa magie. Haruka constate que son corps amélioré est beaucoup plus léger, à tel point qu'il a l'impression de se téléporter. Mais ce n'est pas tout, car sa dextérité est désormais démentielle. Haruka trouve un gobelin plus puissant, mais il le vainc facilement. Il en élimine un autre, ce qui lui permet de croire qu'il pourrait même vaincre un groupe de 3 gobelins. Haruka tombe sur un groupe de 3 gobelins, mais c'est un lâche et il décide qu'il a assez combattu pour aujourd'hui. Haruka récapitule sa journée, qui a consisté à combattre les gobelins et à étudier la magie le soir. Le 5e jour, Haruka a réussi à vaincre un gobelin d'un seul coup, et il a décoré sa base avec des objets de fantaisie qu'il a fabriqués avec de la magie. Haruka est à nouveau satisfait de sa vie dans ce nouveau monde qui commence à se mettre en place. Ce soir-là, Haruka se lance à la poursuite d'un lapin bien en chair, car il a désespérément besoin de manger de la viande. À ce moment-là, Haruka détecte une présence, et il détermine instantanément qu'il ne s'agit pas d'un gobelin. Il s'agit en fait de ses camarades de classe, mais Haruka est déçu de voir qu'il s'agit des délinquants. Haruka préférerait ne pas avoir affaire à eux, mais il sent qu'un autre groupe se trouve dans l'autre direction. Son don de clairvoyance lui permet de voir de qui il s'agit, mais il est horrifié de constater qu'il s'agit des filles populaires. Les sportifs s'approchent aussi rapidement. Les intellos ne sont pas loin non plus, mais après leur avoir parlé de temps en temps dans son ancien monde, Haruka préfère ne pas les voir. Il ne reste plus que la déléguée de classe et ses amis. Haruka sait qu'il serait préférable qu'il ait des amis dans ce monde difficile, et il connaît la déléguée de classe depuis l'école primaire. Haruka décide de lui dire au moins bonjour, mais il s'arrête. Il se rend compte qu'il se sent vraiment libre et isolé en ce moment. Il peut vivre comme il l'entend sans que personne ne s'en mêle, et il n'échangerait cela pour rien au monde. Haruka prend sa décision finale, qui est de conquérir ce nouveau monde tout seul. Haruka se cache des autres élèves, mais l'un des délinquants entend quelque chose dans sa direction. Il est sur le point d'être découvert, mais les garçons finissent par supposer que le bruit provenait du lapin qui était censé être le dîner de Haruka. Haruka espionne les délinquants pour entendre ce dont ils discutent,
mais les pervers ne font que parler de filles. Ce sont de vrais dégénérés, mais Haruka sait que le délégué de classe les empêchera de faire quoi que ce soit aux filles. Cependant, les délinquants ont de leur côté un certain Tanaka, dont les compétences leur permettront de faire tout ce qu'ils veulent. Les délinquants retournent vers les autres élèves, mais Haruka est un solitaire sérieux et ne veut rien avoir à faire avec eux. Haruka rentre chez lui pour déguster ses délicieux champignons et se rend compte que son niveau de solitude a augmenté. C'est un titre un peu déprimant car il commence à détruire la confiance en soi de Haruka. Haruka n'est encore qu'au niveau 3, et il blâme ses compétences de « maître de rien » et de « mannequin ». Il ne sait pas exactement à quoi elles servent, mais il suppose que « maître de rien » signifie qu'il ne peut pas rester concentré sur une chose assez longtemps pour la rendre vraiment forte. Cependant, cela lui permet d'accomplir beaucoup de choses différentes. Quant à la compétence « mannequin », Haruka suppose qu'elle fait de lui une marionnette, ce qui est en fait la pire compétence qui soit. Haruka décide de manger ses problèmes, mais cela lui rappelle qu'il n'a pas de viande à manger. Le 7e jour, Haruka se réveille au son d'un combat. Il trouve les nerds en train de se battre et se demande s'il devrait les aider. Il utilise sa compétence d'évaluation sur eux et est choqué de constater qu'ils n'ont pas du tout besoin de son aide. Ils ont de bien meilleures classes que lui, et Haruka est la seule, NEET, même parmi les nerds. Cela lui rappelle que, contrairement à lui, ils ont des compétences surpuissantes. Malheureusement, cela ressemble beaucoup à ce qui se passait dans son ancien monde. Sa classe était pleine d'athlètes de haut niveau et d'excellents étudiants. Il y avait même des enfants de célébrités, et Haruka se demandait souvent comment il avait pu se retrouver là. Haruka pense que les intellos peuvent se débrouiller seuls, mais il remarque que des petits monstres sournois se glissent derrière eux. Haruka se souvient d'avoir été ami avec les intellos en classe, alors il décide de les aider. Les nerds le remercient et Haruka leur montre sa jolie grotte, qui les émerveille. Haruka leur explique qu'il vient d'apprendre à utiliser la magie de la terre et qu'il s'en est servi pour sécuriser sa grotte. Ils se demandent si Haruka a fait tout cela tout seul, et Haruka leur fait remarquer qu'il est toujours seul. Haruka se demande pourquoi les nerds ne sont pas avec les autres élèves et est choqué lorsqu'ils lui révèlent qu'ils sont en fuite. Tout a commencé lorsque tout le monde a été transporté devant Haruka. Tout le monde était dans l'embarras parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était un isekai, mais les intellos connaissaient bien le sujet. Ils attribuaient déjà des points à leurs compétences, alors les sportifs leur demandaient des informations. Tous les autres s'effondraient, mais le délégué de classe savait qu'ils devaient rester discrets dans les bois. Mais il est trop tard, car un groupe de gobelins les a déjà trouvés. Haruka est choqué d'entendre que même les délinquants tremblent de peur, mais c'est le moment idéal pour les intellos de briller, ils se comportent comme les protagonistes de leur propre anime et commencent à éliminer les gobelins. Les sportifs ont été inspirés par toute cette bravoure, ils ont aidé et les monstres ont été vaincus. La déléguée de classe s'est rapidement rassemblée et a conduit tout le monde dans une clairière sécurisée au bord de la rivière. Les intellos ont profité de l'occasion pour briller encore plus, en aidant tout le monde à monter le camp. Grâce à leur volonté de ne jamais toucher l'herbe, ils sont devenus des experts dans tous les domaines de l'isekai, y compris la survie. Le délégué de classe a organisé tout le monde et les a mis au travail, et très vite, tout le monde s'est rassemblé et a commencé à travailler comme un seul homme. Mais cela ne dura pas longtemps, car les filles populaires décidèrent qu'elles ne voulaient plus travailler. Le délégué de classe a essayé de leur expliquer que leur meilleure chance de survie était de se serrer les coudes, mais le groupe a commencé à se désagréger. Ils étaient tous fatigués de travailler si dur, alors ils ont laissé toutes les responsabilités aux intellos. La classe a fini par s'effondrer complètement, et le délégué de classe n'a rien pu faire. À partir de ce moment-là, seul le délégué de classe, les intellos et quelques autres élèves ont travaillé. Les autres élèves étaient tellement paresseux que les intellos ont commencé à leur en vouloir. Ils étaient même responsables de toutes les bagarres. Les intellos étaient pourtant très fiables, car ils voulaient juste devenir plus forts et progresser. C'est parce qu'ils ont vu quelles compétences les délinquants choisissaient. Ils ont notamment choisi charme et marionnettiste, deux compétences qui permettent de contrôler d'autres personnes. Les nerds savaient que les délinquants avaient de mauvaises intentions, c'est pourquoi ils s'entraînaient pour s'opposer à eux. Les délinquants travaillaient dur pour monter en niveau eux aussi, car ils en avaient besoin pour utiliser leurs compétences. Les intellos surveillaient de très près les délinquants et finirent par entendre ce qu'ils avaient l'intention de faire à certaines filles. Les intellos en ont parlé à la déléguée de classe, qui a décidé qu'elle devait elle aussi passer au niveau supérieur. Malheureusement, les délinquants n'ont pas tardé à atteindre le niveau requis pour leurs compétences. La déléguée de classe est tombée sur eux au plus mauvais moment, mais quelques secondes plus tard, les délinquants étaient à terre. Les nerds étaient préparés à ce moment précis et ont utilisé leur capacité de saut pour sceller les compétences de charmeur et de marionnettiste des délinquants. Ils dévoilèrent les plans des délinquants pour les forcer à faire du mal, ce qui permit à ces derniers de quitter le camp en courant. Ils détruisent le camp et déclarent qu'ils reviendront plus tard pour semer le chaos. Pour une raison étrange, les intellos finissent par être blâmés pour tout ce qui s'est passé. Les filles populaires,
qui ont été empêchées de devenir des marionnettes, ont été les premières à se retourner contre eux, et les autres élèves ont suivi. Le délégué de classe et quelques autres élèves ont pris le parti des intellos, mais c'était trop dur à gérer, et les intellos ont décidé de partir. Haruka se sent vraiment mal pour eux, et organise une fête des champignons pour eux. Haruka finit par passer la journée du lendemain avec les intellos, et il se rend compte qu'il n'y a pas de mal à ne pas être solitaire parfois. Haruka finit par dire au revoir à ses nouveaux amis, qui lui proposent de se joindre à eux. Ils partent à la recherche d'une ville pour se lancer dans l'aventure. Haruka reconnaît qu'il est plus proche des intellos que des autres groupes, mais il choque tout le monde en refusant de se joindre à eux. Haruka se contente de les chasser, et les intellos s'en vont. Haruka admet qu'il aimerait aller en ville, mais il sait qu'avec ses terribles statistiques, il ne ferait que retarder les nerds. Les intellos semblent très inquiets au sujet du délégué de classe, alors Haruka décide d'aller voir ce qu'il en est des autres élèves. En chemin, Haruka est confronté à un kobold, mais il parvient à le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Haruka est surpris de voir qu'il n'y a plus d'élèves au campement, et sa compétence de détection d'ennemis lui permet de trouver des traces de pas. En suivant la piste, il trouve les filles populaires. Haruka panique et décide de commencer à préparer le dîner, mais les filles tentent de l'en empêcher. Elles disent qu'elles veulent juste parler, mais Haruka sait qu'être entouré d'elles est tout le contraire d'une solitude tranquille. Haruka prend ses jambes à son cou, mais il est choqué lorsque les filles lui demandent poliment d'arrêter en disant « s'il vous plaît ». Les filles expliquent qu'elles recherchent les intellos, mais Haruka pense qu'elles veulent juste les faire travailler à nouveau. Mais les filles le choquent, elles veulent s'excuser auprès des nerds parce qu'elles viennent de réaliser qu'elles leur doivent la vie. Haruka sait que ces filles ne se sont jamais excusées de leur vie, mais elles sont très sérieuses. Haruka annonce la mauvaise nouvelle en expliquant qu'elles n'ont aucune chance de rattraper les nerds, mais qu'elles veulent quand même savoir où ils sont allés. Haruka fait remarquer qu'elles ne sortiraient pas de la forêt dans l'état où elles sont maintenant, car elles ne savent même pas se battre. Les filles sont découragées, mais Haruka demande si cela signifie qu'elles vont abandonner. Il demande si elles veulent vraiment s'excuser auprès des intellos, et Haruka se dit qu'il doit tester les filles pour le bien des intellos. La tactique de Haruka se retourne contre lui, car les filles se mettent à pleurer. Elles voulaient juste s'excuser auprès des nerds, mais elles craignent maintenant d'être mangées. Haruka n'a aucune idée de ce qui se passe, alors les filles le supplient de leur apprendre à survivre jusqu'à ce qu'elles retrouvent les intellos. Haruka dit accidentellement oui, ce qui active sa compétence de domination. Il domine alors les filles, et Haruka se demande comment cela a pu se produire. Les filles finissent par le suivre partout comme des chiots perdus aux yeux sans âme. C'est aussi terrifiant parce que les filles achèvent les méchants sans dire un mot. Elles ramènent même les cristaux lâchés par les monstres, comme des chiens qui rapporteraient un frisbee. Haruka essaie de soigner les filles, mais elles se contentent de le soigner, même s'il n'en a pas besoin. Haruka craint ce que dirait la déléguée de classe si elle voyait tout cela, et il se demande comment il pourrait annuler sa compétence de domination. C'est alors que la déléguée de classe le trouve, mais Haruka réfléchit trop à une solution pour s'en apercevoir. Il ne se rend pas compte qu'elle est là, et elle le force à la reconnaître. Ailleurs, les délinquants élaborent leur propre plan, et ils déterminent qu'ils doivent commencer par se débarrasser de leurs plus gros problèmes. Haruka est surprise par les cris du délégué de classe, mais elle lui rappelle qu'ils sont amis depuis l'école primaire. Les autres filles sont d'accord avec elle, mais la déléguée de classe est plus préoccupée par ce qui est arrivé aux filles populaires. Haruka ne sait pas comment lui expliquer comment elles sont tombées sous son contrôle, car lui non plus ne comprend pas vraiment comment cela s'est passé. Haruka lui dit franchement qu'elles sont devenues ses servantes, ce qui rend la déléguée de classe furieuse. Elle lui fait remarquer que la compétence de domination ne peut être utilisée que sur les monstres, et Haruka lui dit que ce n'était qu'une erreur. Aucune des filles ne le croit, alors Haruka décide qu'il est temps pour lui de partir, mais les filles l'en empêchent. Notre garçon Haruka est un solitaire, et il aimerait pouvoir rentrer chez lui tout seul. La déléguée de classe sort Shimazaki de l'emprise de Haruka et décide d'obtenir des réponses de sa part. Haruka tente de s'échapper, mais la déléguée de classe lui dit de ne pas partir. Pendant que les filles discutent de ce qui s'est passé, Haruka décide de s'entraîner à agrandir sa base, plus précisément à construire un sous-sol. Son entraînement commence plutôt bien, mais il s'aperçoit bientôt qu'il s'est enterré. La déléguée de classe l'aide à se relever et lui explique que Shimazaki lui a tout raconté. Elle se rend compte que Haruka essayait simplement d'aider les filles, mais Haruka ne se souvient même pas d'avoir dit une chose pareille. Toutes les filles le remercient pour sa gentillesse, mais Haruka veut juste rentrer chez lui. Les filles font pression sur lui pour qu'il les aide, et la déléguée de classe se demande ce qu'Haruka entend par « maison ». Haruka explique qu'il a un chez-soi dans ce nouveau monde, et la déléguée est choquée lorsqu'elle pense qu'il est né ici. Haruka lui révèle qu'il a construit sa maison, mais elle n'arrive pas à le croire, car c'est une véritable défaite. Les filles se réunissent à nouveau pour discuter de ce qu'elles vont faire, et elles se demandent combien de personnes peuvent tenir dans la maison de Haruka. Haruka calcule qu'il peut accueillir au moins 240 personnes, et peut-être plus s'il enlève ses meubles luxueux. Les filles sont très excitées lorsqu'elles apprennent que Haruka a un bain,
et elle se demande comment il peut vivre dans le luxe alors que tout le monde souffre. Les filles décident de lui demander si elles peuvent rester avec lui pendant une journée, et Haruka est choquée que des lycéennes veuillent passer la nuit chez lui. Haruka n'arrive pas à croire qu'elle soit si scandaleuse, mais la déléguée de classe lui fait remarquer qu'il est le seul pervers sur place. Haruka conduit les filles chez lui, et elles sont stupéfaites de voir qu'il y a même un chemin qui y mène. C'est tellement impressionnant que la déléguée de classe se demande s'il a même une épicerie, mais Haruka explique qu'il allait d'abord faire une pharmacie. Les filles arrivent chez lui épuisées, et Haruka leur souhaite la bienvenue. Haruka a beaucoup amélioré sa maison et les filles n'en reviennent pas de son luxe. Haruka les dirige bien sûr vers la cuisine, mais les filles sont plus intéressées par les toilettes. Notre garçon est choqué de les voir se déshabiller et sauter dans la baignoire. Il pense que le fait d'avoir vécu trop longtemps dans la forêt a transformé les filles en sauvages. Haruka est en fait très heureuse d'être enfin seule, mais il sait que seuls les solitaires peuvent comprendre ce bonheur. La déléguée de classe arrive pour le remercier, car les autres garçons ont laissé toutes les filles seules, et ils étaient inquiets. La présence d'Haruka les a calmés, tout comme toutes les commodités de sa maison. La déléguée de classe est contrariée parce qu'elle n'a pas pu faire grand-chose pour le groupe, mais Haruka lui fait remarquer qu'elle a fait beaucoup. Elle n'a pas fait autant que les intellos, mais Haruka explique que ces derniers ne sont jamais sortis dans l'ancien monde, et qu'ils ont passé toute leur vie à se préparer à ce moment en jouant à World of Warcraft. La déléguée de classe se sent beaucoup mieux et remercie Haruka, mais elle se rend compte d'une chose, après être venue dans ce monde, Haruka a une maison, de la nourriture, et il peut même vaincre des monstres, ce qui le rend encore plus bizarre que les intellos. La déléguée de classe va dormir avec les autres filles, mais Haruka ne pense pas qu'il se reposera ce soir. Le lendemain matin, Haruka est réveillée par une fille qui lui dit que le petit déjeuner est prêt, mais il veut juste dormir un peu plus longtemps. Elle demande à Haruka de se lever pour elle, mais il ne pense pas que ce soit quelque chose qu'elle devrait dire dans cette position. Haruka est stupéfait d'apprendre qu'elle a préparé du poisson pour le petit déjeuner, et il manque de l'assommer. Haruka prend une bouchée du délicieux poisson et pleure parce que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé quelque chose d'aussi bon. La déléguée de classe n'arrive pas à croire qu'il soit si émotif en mangeant du poisson parce qu'il vit juste à côté d'une rivière, mais Haruka explique qu'il n'a pas pu attraper de poisson lui-même. Ils sont trop rapides et trop glissants, alors il s'est contenté d'observer tous les poissons en mangeant des champignons au bord de la rivière. Une fille lui montre comment elle utilise la magie de l'éclair pour assommer un groupe de poissons dans l'eau en une seule fois, et Haruka lui demande de lui montrer à nouveau. La fille prépare à nouveau l'attaque, mais cette fois, Haruka enveloppe la magie de la foudre avec sa compétence d'emballage. Cela permet à Haruka de déplacer la magie, et il l'utilise pour étourdir et capturer quelques poissons. Haruka se réjouit d'avoir appris la magie de la foudre. Il ne sait pas vraiment comment il y est parvenu, mais il explique aux filles qu'en utilisant sa compétence d'emballage sur la magie, il peut obtenir n'importe quelle magie élémentaire. La déléguée de la classe trouve que c'est très puissant, mais Haruka décide que même les pires compétences ont une utilité. C'est assez incroyable pour la déléguée, mais Haruka révèle qu'il s'est retrouvé avec toutes les pires compétences restantes. Les filles prévoient de trouver une ville voisine, mais elles veulent d'abord monter en niveau. Haruka reconnaît qu'elles doivent gagner des niveaux si elles veulent continuer à chasser les intellos, mais les commères soulignent qu'elles veulent juste les remercier. Haruka accepte d'aider les filles à monter en niveau et leur demande de lui dire à quel niveau elles se trouvent. Il est cependant choqué de voir que les filles sont toutes au niveau 16, alors qu'il n'est qu'au niveau 7. Haruka explique aux filles que leur entraînement va commencer par un combat contre des kobolds qui sont apparus par hasard. Il s'agit d'un groupe de monstres faciles de niveau 3, et les filles sont convaincues qu'elles peuvent les vaincre. Malheureusement, ce sont les filles qui finissent par se faire assommer. Par la suite, Haruka est heureux que sa tente magique ait pu s'agrandir, mais les filles en ont profité pour se réunir et faire le bilan de leur combat. Les filles partent, mais la fille aux cheveux violets de tout à l'heure reste sur place. Elle s'excuse pour son comportement du matin et révèle qu'elle ne faisait que tester Haruka. Les autres garçons ont essayé de l'attaquer avant, et elle voulait voir si Haruka était comme eux. Haruka est totalement différent d'eux, car il a donné aux filles un endroit où loger, de la nourriture à manger, et leur a même appris à se battre. Elle prévoit de le réveiller le lendemain matin pour le petit déjeuner, et Haruka dit au revoir à la fille poisson. Le lendemain matin, Haruka prend son petit déjeuner et entend certaines des filles qui prévoient de se battre à nouveau contre les kobolds. La déléguée de classe arrive pour leur dire qu'elles ne sont pas prêtes et qu'elles doivent s'entraîner davantage. Après s'être entraînées contre des gobelins, les filles se sentent prêtes pour la revanche. Haruka s'inquiète pour elles, et son inquiétude se vérifie car certaines filles sont déjà sorties et dorment. Certaines d'entre elles font même semblant d'être malades, ce qui lui fait dire que l'entraînement des délégués de classe n'est pas très bon. C'est alors que l'espoir renaît, car quelques filles s'associent pour vaincre les kobolds. Les filles célèbrent leur victoire et annoncent aux kobolds qu'elles ne perdront plus contre eux. Haruka est plus soulagé que jamais car cela signifie qu'il va pouvoir retourner à sa vie de solitaire. C'est alors qu'il est choqué de voir la déléguée de classe se réjouir de pouvoir aller en ville avec Haruka. Quelques instants plus tard,
Les filles se préparent à partir, et Haruka demande à la fille aux cheveux violets de remplir son sac autant que possible. La déléguée de classe dit qu'elles en font trop, alors Haruka décide qu'il devra laisser les cheveux violets derrière lui. Les filles commencent leur voyage, mais Haruka dit aux délégués de classe qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il est optimiste et déclare qu'elles doivent simplement garder leur sang-froid. Ailleurs dans la forêt, un autre élève court pour sauver sa vie. Il finit par trébucher sur le plus petit caillou qui soit et est retrouvé par la personne qu'il fuyait. Il dit qu'il n'a pas les compétences que cette personne recherche et il la supplie de lui laisser la vie sauve. La personne mystérieuse n'écoute pas ses supplications et l'étrangle jusqu'à ce qu'il ne soit plus en vie. De retour dans la forêt, Haruka poursuit son voyage pour escorter les filles jusqu'à la civilisation la plus proche, mais en chemin, il rencontre un énorme orque de niveau 11. Haruka dit aux filles de rester en retrait et de regarder comment il se bat pour qu'elles puissent apprendre à leur tour. Sur ce, il fonce avec son petit bâton de bébé, tandis que l'orque abat son énorme massue pour le frapper, mais à sa grande surprise, Haruka disparaît soudainement devant lui. En réalité, Haruka se cache derrière un arbre et se moque de la lenteur de l'orque. Il se souvient que les nerds lui ont dit que les orques ont une grande résistance aux attaques physiques et qu'ils ne peuvent être vaincus qu'en utilisant la magie. Haruka parcourt son écran d'état pour trouver une bonne magie à utiliser contre le monstre, et il remarque qu'il possède ce qu'on appelle la grande magie. Haruka remarque qu'il a appris les éléments vent, eau et terre en utilisant la magie d'emballage de diverses manières, comme le nettoyage par aspiration et le labourage du sol, et il est heureux de constater à quel point il est intelligent. C'est alors que l'orque brise l'arbre derrière lequel il se cache et commence à l'attaquer. Haruka saute en arrière et tente d'esquiver, puis se place derrière l'orque et le frappe avec son petit bâton de bébé. Cependant, à la surprise générale, l'orque subit beaucoup de dégâts et finit par s'agripper au sol dans son dernier souffle. Haruka se dit que les orques sont censés avoir une grande défense physique, et les filles le regardent aussi avec des visages méfiants. Haruka dit qu'il éliminera le prochain orque en utilisant la magie, comme les nerds lui ont dit de le faire. La prochaine fois qu'il rencontre un orque, Haruka crée une boule de feu dans sa main et la lance doucement sur la tête du monstre, ce qui la fait exploser sur place, et Haruka abat un autre monstre d'un coup. Haruka se demande ce qui se passe, et les filles se plaignent parce qu'il n'y a pas moyen d'apprendre quoi que ce soit quand il continue à tirer sur des monstres. Plus tard dans la nuit, ils campent tous à l'extérieur et dégustent des champignons grillés pendant qu'Haruka crée un piège à l'aide de la magie de la terre pour la sécurité de tous. Il pense que sa tente est équipée d'un répulsif à monstres et d'une magie de détection de présence, donc les filles devraient être en sécurité pour la nuit. Il commence à planifier leur itinéraire pour le lendemain et utilise sa compétence de cartographie, qui a évolué à partir de ses compétences d'évaluation et de lentilles de contact. Il regarde la carte et pense qu'il devrait suivre la rivière, mais soudain, il détecte la présence de quelqu'un. Il remarque que des humains se dirigent vers eux et craint qu'il ne s'agisse des délinquants. Cependant, à son grand soulagement, il s'avère que ce ne sont que des sportifs stupides. Pendant ce temps, la déléguée de classe remarque que Haruka leur parle et décide de les écouter. Haruka demande aux sportifs ce qu'ils font là et se demande s'ils ne sont pas des harceleurs qui essaient de surveiller les filles pendant qu'elles dorment. Il leur demande s'ils ne sont pas aussi des pervers tout en étant des musclores, mais ils s'exclament et disent que ce n'est pas le cas. L'un d'eux dit qu'ils ne sont pas là pour les filles, mais pour lui. Haruka les taquine en leur demandant s'ils aiment aller à des fêtes de filles, mais ils répondent que ce n'est pas leur genre. Après cela, Haruka leur demande pourquoi ils se cachaient des filles, et ils répondent que c'est parce qu'ils ne peuvent plus faire confiance à personne. Ils expliquent qu'il y a une compétence qui est beaucoup plus dangereuse que les compétences de marionnette et d'hypnose. Haruka pense qu'il s'agit de la compétence hijack, qui permet à l'utilisateur de voler d'autres compétences et capacités. Les sportifs disent que les délinquants n'ont pas parlé du pouvoir de détournement, ce qui signifie qu'ils ne l'ont pas. Cependant, cela signifie que quelqu'un d'autre l'a, et ils doivent donc se méfier de tout le monde. Après avoir entendu cela, Haruka dit qu'ils doivent être stupides parce qu'ils n'ont pas envisagé la possibilité qu'ils puissent avoir cette compétence. Cependant, ils commencent à sourire et disent que si c'était le cas, ils seraient vraiment heureux parce qu'ils savent qu'il n'est pas un méchant. Ils lui demandent alors s'il l'a vraiment, et Haruka leur dit qu'il n'a pas le hijack, mais qu'il a la compétence de domination, ce qui semble encore pire. Ils lui disent que tant qu'il possède toutes les compétences bizarres, ils n'auront pas à s'inquiéter parce qu'il restera probablement seul quelque part sans faire de mal à personne. Après cela, ils lui disent qu'ils garderont un œil sur les délinquants dans la forêt, et qu'ils cherchaient juste à avertir Haruka de la compétence de détournement pour qu'il puisse rester en sécurité. Ils lui demandent ensuite de s'excuser en leur nom auprès des filles pour ne pas avoir tenu tête aux délinquants plus tôt, et ils s'en vont. Haruka les quitte en leur disant de consulter les gobelins s'ils ont des ennuis la prochaine fois, car ils sont tous les deux idiots et s'entendront bien. Le lendemain matin, Haruka dit à tout le monde de préparer leur équipement, puis ils se rendent dans la forêt pour chercher des herbes avant de partir. La déléguée de classe lui dit qu'elle est au courant de sa discussion avec les sportifs hier soir, et elle s'excuse auprès de lui. Haruka comprend qu'il s'agit de la compétence de détournement, et il dit qu'il sait que c'est elle qui l'a. La déléguée de classe dit qu'elle a demandé aux nerds de garder le secret,
mais Haruka dit que c'était évident, mais que les sportifs sont trop bêtes pour s'en rendre compte. Il lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils lui font tous confiance pour cette compétence. C'est pourquoi les nerds ne l'ont pas volé comme ils l'ont fait avec les délinquants. Cela rend la déléguée de classe très heureuse et elle se met à pleurer. Haruka lui fait remarquer qu'elle pleure beaucoup depuis qu'elle est arrivée dans ce monde, mais la déléguée de classe lui répond que c'est à cause de lui. Haruka panique et dit que c'est une fausse accusation et s'enfuit. Cependant, lorsqu'il part, la déléguée se dit que c'est parce qu'il la rend si heureuse. Après cela, ils continuent leur voyage et Haruka décide de vendre du jus de fruits frais en chemin pour remonter le moral de tout le monde. Une fille dit qu'elle n'a pas d'argent mais qu'elle serait intéressée par un autre moyen de paiement. Cependant, la déléguée de classe gronde Haruka pour être un pervers, et il arrête de vendre les jus de fruits, ce qui fait pleurer les autres filles qui n'en ont pas. Il continue à marcher dans la forêt jusqu'à ce qu'Haruka aperçoive la rivière. Il dit au délégué de classe qu'il ne devrait pas y avoir de danger à camper ici pour la nuit et dit qu'il va partir en éclaireur, tout en s'élançant. En courant, il augmente sa force physique et utilise la magie du poids pour se rendre plus léger. Il a une bonne vue de la forêt d'en haut, mais il se rend compte qu'il n'a aucun moyen d'atterrir en toute sécurité, et il tombe sur le sol avec son derrière à une HP. Haruka retourne alors au camp et se fait gronder par la déléguée de classe pour son imprudence. Haruka, qui est un garçon intelligent, essaie de se rattraper en disant qu'il a ramassé des fruits frais pour faire plus de jus. Le lendemain, ils se remettent à marcher pour sortir de la forêt et rencontrent un tas de nouvelles choses sur leur chemin. Ils retrouvent une fille perdue de leur groupe, s'amusent dans la rivière et se font même poursuivre par une horde d'orques. Finalement, ils parviennent à sortir de la forêt, ce qui réjouit tout le monde. Haruka remarque que sa vision est masquée par les collines de la région, et il remarque une nouvelle compétence de marche aérienne dans son écran d'état. Il l'utilise pour s'envoler afin de mieux voir les environs et remarque qu'un groupe de PNJ de ce monde se fait attaquer par une meute de monstres. Il descend et raconte tout à la déléguée de classe. En bonne chef qu'elle est, elle panique et dit qu'ils doivent les aider. Cependant, Haruka prévient qu'il n'y a aucune garantie que les PNJ soient de bonnes personnes. Il n'y a aucun moyen de savoir s'ils leur feront du mal une fois qu'ils les auront sauvés des monstres. Il suggère qu'ils continuent à avancer, mais la déléguée de classe dit qu'elle se battra s'ils essaient de faire du mal à ses camarades de classe. Elle veut vraiment les sauver et regarde Haruka avec des yeux tremblants. Pour cette raison, Haruka dit qu'il ira là-bas tout seul. Ils sont trop loin, et les autres n'y arriveront pas même s'ils courent à toute vitesse. Haruka utilise à nouveau la magie d'amélioration physique et de poids, puis il lance la magie du vent pour s'élever dans les airs. Il continue de voler vers les PNJ en utilisant sa compétence Airwalk, mais il remarque que la déléguée de classe est accrochée à sa cape. Il lui demande ce qu'elle fait, et elle lui répond qu'elle a été prise dans la magie du vent et lui dit de regarder devant lui car ils sont sur le point de s'écraser. Malheureusement, Haruka lui répond qu'il ne sait pas freiner. Ils s'écrasent tous les deux sur les monstres près du groupe de PNJ et finissent par les sauver. Haruka se relève, et le chef des PNJ se présente sous le nom d'Ofte, avec son partenaire Gatek. Il le remercie de les avoir sauvés et lui explique que des marchands ont été attaqués par des monstres sur cette route. C'est pourquoi ils ont décidé de récupérer la quête de la guilde des aventuriers, en espérant pouvoir gagner un peu d'argent. Cependant, si le combat avait continué, ils ne seraient plus en vie à l'heure actuelle. Après cela, ils préparent leurs affaires et Haruka attend que les autres filles les rattrapent. En attendant, il fait cuire quelques champignons de brousse et les partage avec les PNJ. Ceux-ci le remercient et lui révèlent que les champignons ont une grande valeur. Les champignons leur redonnent des forces, et Haruka devient jaloux des vieux du groupe qui ont la chance de partir à l'aventure avec des filles aussi sexy. C'est alors que la déléguée de classe reprend ses esprits et empêche Haruka de se transformer en méchante. Les autres filles finissent par les rattraper, et elles sont très excitées à l'idée de voir des elfes en chair et en os. Les PNJ leur montrent le chemin vers une ville appelée Omoa, et les filles commencent à courir vers elle avec excitation comme des enfants de maternelle. D'un autre côté, nous voyons les délinquants gagner des niveaux dans la forêt. Ils disent qu'il est temps pour eux de se venger des filles et de s'en prendre à elles. Cependant, le nerf qu'ils ont kidnappé suggère qu'ils commencent par lever les scellés sur leur capacité de marionnette et d'hypnose. Les délinquants sont tous d'accord et décident de chasser le groupe des nerds en premier. Au même moment, les sportifs les observent derrière des arbres et s'inquiètent de les voir passer à l'action. Dans la petite ville d'Omoa, Haruka et les filles vivent une véritable expérience isekai. La ville imaginaire grouille de vie et de commerce. Alors qu'une solitaire comme Haruka n'est pas très enthousiaste à l'idée d'être entourée de tant de gens, les filles s'amusent comme des folles. Tandis que la déléguée de classe s'efforce de remettre tout le monde sur les rails, Haruka est heureuse qu'ils aient réussi. Maintenant qu'il a mis tout le monde en sécurité, ils n'ont plus besoin de lui et il peut enfin retourner à son aventure en solo. Les filles profitent ensuite de la fraîcheur de la civilisation. Beaucoup d'entre elles commencent à s'éloigner du groupe, attirées par les plats savoureux et les boutiques intéressantes. Heureusement, la déléguée de classe est là pour les ramener, mais c'est un peu trop pour elle seule. Elle demande de l'aide à Haruka, mais lui aussi s'est laissé séduire par les charmes de la ville. La déléguée de classe se moque bien de savoir si le jus de fruits est bon ici, ce n'est pas le moment de se relâcher.
Elle sort le sifflet et, en un instant, les filles sont rassemblées et attendent les ordres. Haruka est impressionnée par la façon dont la déléguée de classe les a entraînées, et il est convaincu qu'elle peut se débrouiller sans lui. Elle explique à tout le monde que le plan pour aujourd'hui est simple, et qu'il commencera par une visite à la guilde locale des aventuriers. Ensuite, ils vendront tout le butin qu'ils auront ramassé en chemin. Ensuite, ils s'inscriront pour devenir de véritables aventuriers. Une fois tout cela réglé, ils pourront se trouver des lits douillets dans une auberge et enfin passer une bonne nuit. Elle mentionne également que pendant qu'ils y sont, ils peuvent demander des nouvelles d'Oda et des nerds. En entendant cela, la chef des filles populaires se sent un peu contrariée à l'idée que la recherche d'Oda ne soit qu'une quête secondaire. Haruka s'amuse un peu lorsqu'il lui fait remarquer que son cher Oda doit lui manquer. Elle le frappe avec le manuel et lui dit que ce n'est pas comme si elle s'inquiétait ou quoi que ce soit d'autre. Cela fait, la classe se rend à la guilde des aventuriers. Haruka est un peu nerveuse, et pour cause. L'ambiance n'est pas au beau fixe dans cet endroit, et tout le monde à l'intérieur a l'air très louche. À leur arrivée, il les regarde tous de travers, lui et les filles, mais un visage familier descend les escaliers. C'est Ofté, et il les invite à monter. Le chef de la guilde va vouloir leur parler. Tout semble un peu bizarre, alors Haruka dit au délégué de classe qu'il va s'occuper des affaires pendant qu'elle s'inscrit à la guilde. Gatek attend devant le bureau du patron et lui fait signe d'entrer. Le patron est un homme intimidant, couvert de cicatrices et portant une moustache qui ferait rougir Barbe Blanche. Il s'approche d'Haruka avec un regard menaçant, puis se met à sourire. Il serre la main de notre héros avec une profonde admiration et le remercie d'avoir sauvé Ofté et les autres. Haruka est un peu abasourdi mais repart heureux de ne pas avoir eu d'ennui. En redescendant, il décide de vendre les cristaux magiques qu'il a dérobés au cours de ses voyages et choque la fille ringarde derrière le comptoir lorsqu'il l'enterre presque avec tout le butin qu'il a renjoué par tout le travail qu'on lui a confié. Elle dit à Haruka de revenir demain pour qu'ils aient le temps d'évaluer les cristaux. Les filles reviennent, et toutes sont officiellement des aventurières à partir d'aujourd'hui. Ofté et Gatek ne sont pas trop surpris, car elles sont toutes au moins au niveau 30. Tout le monde est ravi de leur nouveau travail, et même les aventuriers à l'air louche de tout à l'heure viennent féliciter les filles. L'un des camarades de classe d'Haruka l'attrape et le précipite vers le bureau d'inscription, en lui disant que c'est son tour maintenant. Il est enfin temps de dire au revoir à sa vie de NEET et bonjour à sa nouvelle vie d'aventurier du Tchad. Les choses s'annoncent bien pour notre garçon, mais la réalité arrive comme un coup de poing dans le ventre lorsqu'on lui dit que les aventuriers doivent être au moins de niveau 10 pour s'inscrire. Comme il n'est qu'au niveau 9, Haruka perd tout son enthousiasme et son excitation en un instant. Il a beau supplier, il n'y a pas d'exception. En fait, la nouvelle est encore pire, le niveau 10 est le minimum, mais seulement pour ceux qui font partie d'un groupe. En tant que joueur solo, il ne sera même pas pris en compte avant d'avoir atteint le niveau 20, et il sera coincé en tant que noob jusqu'au niveau 30 au moins. Comme ses compétences de solitaire ne lui permettent pas de rejoindre une équipe, Haruka ne peut rien faire d'autre que de verser une larme dans la défaite. La déléguée de classe voit que les mauvaises nouvelles ont mis notre garçon à terre et qu'il n'a plus rien à espérer, alors elle prend la tête de tout le monde. Après l'avoir ramassé sur le sol et s'être apitoyée sur son sort, elle et les filles partent à la recherche d'un logement pour la nuit. L'endroit où la guilde les a installés s'avère un peu particulier, c'est le moins que l'on puisse dire. Une jeune fille accueille la classe, mais Haruka est trop nerveux pour entrer. Il n'est pas sûr de pouvoir gérer autant de filles à la fois dans cet hôtel d'amour. Il s'avère que l'intérieur est tout à fait normal, mais Haruka regrette l'aspect rustique de sa maison dans la forêt. Il n'est pas le seul à ne pas pouvoir dormir, car la chef des filles s'inquiète pour son roi ringard, Oda. Le lendemain matin, la classe prend un petit déjeuner copieux qui n'est pas composé de champignons et de poissons. Pour leur plus grand bonheur, la ville est réputée pour être assez sûre, et il y a une tonne de magasins à faire. De retour à la guilde, Haruka vient chercher son argent, mais il semble qu'il n'en ait pas assez pour le payer en une seule fois. Le chef de la guilde est un peu gêné et demande s'il est possible de payer en plusieurs fois, ce que Haruka accepte. Haruka sait qu'il n'a pas beaucoup de raisons de se plaindre. Même s'il n'a rapporté que quelques cristaux de bas niveau et la prime sur les loups, cette somme leur a permis de devenir millionnaires. Gatek est là et dit à Haruka qu'il connaît exactement le genre d'endroit où un jeune homme comme lui peut dépenser tout cet argent durement gagné, s'il sait ce qu'il veut dire. Haruka comprend ce que Gatek dit et n'hésite pas à suivre l'aventurier là où il le mène. Il se trouve que Gatek a conduit Haruka vers un magasin d'armes de mauvaise qualité spécialisé dans l'équipement de donjon. L'endroit n'est pas aussi sournois qu'Haruka l'espérait, et le propriétaire à l'allure bizarre n'est pas non plus le genre de personne qu'il imaginait. Gatek se porte garant pour lui, et finalement, Haruka ne peut pas nier qu'il aurait besoin d'une ou deux améliorations. Il trouve en fait un tas de choses cool et carrément utiles, comme une cape d'invisibilité et un bâton de feu, mais c'est l'étrange collier qui attire l'attention d'Haruka. Le propriétaire explique qu'il s'agit d'un objet spécial qui a la capacité de fusionner un certain nombre d'autres objets, combinant tous leurs pouvoirs en un seul. Haruka commence à saliver lorsqu'il réalise que ses vêtements ont la même capacité. Cela signifie que les possibilités de s'équiper sont pratiquement infinies. Un sifflement familier le sort de sa rêverie, la déléguée de classe vient le réprimander pour être resté dehors si tard.
Elle tente de l'éloigner, mais dans l'excitation, Haruka déclenche accidentellement le collier, et un éclair de lumière enveloppe la pile d'équipements qu'il s'apprêtait à acheter. Il a tout combiné, et le propriétaire du magasin est horrifié. Ce matériel coûte bien plus cher que ce que Haruka peut se permettre, et le commerçant commence à flipper. Ce n'est qu'avec l'aide de Gatek et du délégué de classe qu'ils parviennent à calmer le propriétaire en lui promettant qu'il finira par être payé correctement. Au 20e jour de cette aventure Izuke, notre héros se retrouve brisé et triste, car les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Sans argent et sans titre d'aventurier, il ne peut pas quitter la ville avant d'avoir atteint le niveau 10. Le problème, c'est qu'il ne peut pas gagner d'argent ni atteindre le niveau 10 s'il reste en ville toute la journée à se tourner les pouces. Essayer de sortir en cachette avec les filles ne marche pas non plus, car la déléguée de classe refuse qu'il enfreigne les règles. Comme un oiseau pris au piège dans une cage, Haruka se promet de s'échapper. Il n'est pas fait pour la vie en ville, alors il enfile sa cape d'invisibilité et se faufile sans que personne ne s'en aperçoive. Presque libre, il s'apprête à sauter par-dessus les murs de la ville, mais Fish Girl et le reste de l'équipe sportive le remarquent. Naturellement, une si maigre distraction ne suffit pas à déstabiliser notre héros, qui atterrit majestueusement de l'autre côté. Ce n'est pas tout à fait vrai, car Haruka réussit à accrocher sa cape au rebord du mur et tombe à plat sur le visage. Se retenant de pleurer, il réprimande les filles, mais elles sont plus préoccupées par ce qu'il essaie de faire en premier lieu. C'est alors qu'il s'aperçoit qu'il manque l'un des membres des 4 d'élite. Il s'agit de la fille bizarre qui a un penchant pour le déshabillage en public, et elle recommence. Ils se précipitent tous pour l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, mais elle leur dit d'arrêter de s'agiter, elle est encore très modeste. Haruka lui reproche son comportement bizarre de nudiste, mais ses mots méchants la blessent un peu trop. Sa première tentative d'évasion se solde par un échec et il est obligé de passer le reste de la journée à lui remonter le moral. Le 21e jour, les filles partent en quête d'une forêt. Haruka fait semblant de vouloir y aller, mais en réalité, il n'en a pas du tout envie. Il sait que c'est l'occasion rêvée de s'échapper, avec l'aide de sa cape d'invisibilité. Enfin libre, Haruka remarque un village en ruine à la sortie de la ville. Les bois l'appellent, mais il choisit de les ignorer. Il remarque un groupe de gobelins qui traînent dans les parages, mais il continue à avancer. Ensuite, il tombe sur un groupe de bandits innocents qui essaient juste de gagner honnêtement leur vie, mais les bois sont si proches. C'est le genre d'expérience Izuke que les nerds rêvent de rencontrer, mais même la voix terrifiée qui appelle à l'aide ne suffit pas à le distraire des arbres. Malheureusement, les bandits le voient essayer de partir et l'interceptent. Ils affirment qu'il n'y a pas de témoins tout en menaçant Haruka de leurs armes. Ils commettent l'erreur de se moquer de lui lorsqu'il tente d'expliquer qu'il ne veut pas d'ennui, alors il utilise son nouveau bâton magique, acheté au magasin, pour leur mettre le feu aux fesses. Une personne raisonnable aurait pu s'arrêter là, mais les bandits ne se laissent pas faire aussi facilement. Si Haruka a de la magie, ils se contenteront d'un combat rapproché. Cela se passe aussi bien qu'on pouvait s'y attendre, et les voleurs exigent de savoir quel genre d'aventurier il est. Haruka marmonne qu'il n'est pas du tout un aventurier et utilise alors un mouvement choquant, qui est aussi embarrassant pour Haruka que surprenant pour les bandits. Maintenant qu'ils sont sûrs de pouvoir maîtriser ce minable, ils décident d'utiliser leurs compétences en matière d'armement contre lui. C'est un mouvement de haut niveau très dangereux, mais Haruka ne craint pas le danger. Il esquive facilement leurs attaques, et lorsqu'il remarque que l'utilisation de la compétence bloque les bandits dans un certain mouvement, cela devient un jeu d'enfant de prédire leurs mouvements. Très vite, les 3 voyous s'épuisent et s'évanouissent sans qu'Haruka n'ait eu besoin de lever le petit doigt sur eux. C'est un défi de moins, mais un autre prend la relève lorsque la fille qui l'a sauvé tente de le remercier. En réalité, Haruka essayait de l'abandonner au départ, mais elle le remercie quand même. Elle s'appelle Muriel et demande à Haruka de l'aider à la raccompagner chez son père, le seigneur d'une ville voisine. Elle en met vraiment plein la vue à un héros réticent qui ne demande qu'à retourner à sa vie paisible de solitaire. Cependant, la mention d'une récompense finit par le convaincre. Pendant la promenade en calèche, la jeune fille lui demande d'où il vient, et Haruka évoque la petite ville miteuse qu'il a fui, avec sa civilisation et ses règles stupides. Il s'avère que Muriel est la fille minable du seigneur minable de cette ville minable. Lorsqu'il se rend compte qu'il retourne à Omoa, Haruka tente de s'enfuir, mais Muriel n'en veut pas. Ils vont voir son père pour sa récompense, et il n'est pas question qu'il s'en sorte. Il semble que la deuxième tentative d'évasion se soit également soldée par un échec. Pendant ce temps, dans les bois, les choses ne sont pas si réjouissantes. Les délinquants s'opposent aux méchants, et la bagarre semble sur le point d'éclater. Le chef des mauvais garçons lève son arme et attaque, mais une mystérieuse silhouette encapuchonnée lui enfonce une lame dans le dos. Le délinquant tombe mort avant de savoir ce qui l'a frappé, et l'un de ses amis tente de le venger, mais il finit de la même façon. Les autres parviennent à trancher l'arme de l'homme encapuchonné, mais celui-ci utilise une capacité pour invoquer l'arme du délinquant mort dans sa main. Il s'en sert ensuite pour achever d'un seul coup les derniers mauvais garçons. Les sportifs en ont assez vu et décident de se tirer de là, mais ils ne vont pas bien loin, il n'y a pas d'échappatoire. Dans la ville d'Omoa,
Un Haruka réticent est prêt à tout pour s'échapper et retourner dans sa forêt bien-aimée. Ils arrivent à la maison de Muriel, et Haruka est plutôt impressionné par la taille et l'élégance du manoir, mais il regarde la sortie depuis qu'il est entré, et dès qu'il se retrouve seul, il essaie de partir. Muriel le rattrape et s'énerve de plus en plus contre cet étrange garçon qu'elle ne comprend pas. Sa récompense commence par un repas succulent qu'Haruka dévore comme un animal. Il reçoit également un sac de pièces assez conséquent pour sa peine, et comme il a mentionné ne pas avoir de papier en règle, Muriel lui a fourni une carte d'identité plutôt sympa. Elle tente de lui expliquer tout ce que sa ville a à lui offrir, mais notre garçon est plus intéressé par les terribles choses qu'il s'apprête à faire à la nourriture que par l'écoute de la princesse. De retour à l'auberge, Haruka est interrogé par les autres filles qui veulent savoir où il était. Il tente de faire croire qu'il s'agit d'une simple visite chez le maire, sans raison particulière, mais la déléguée de classe n'y croit pas. Elle l'avertit de ne pas quitter la ville avant qu'elle et les autres ne partent à l'aventure. Les filles parties, il est temps de laisser Omoa dans le rétroviseur pour de bon. Mais avant de partir, il doit d'abord s'occuper de quelques affaires. Avec l'argent qu'il a reçu de Marie, ou quel que soit son nom, Haruka s'assure d'en dépenser le plus possible, aussi vite et aussi inconsidérément qu'il le peut, avant de s'asseoir pour écrire une lettre d'adieu pour les filles. Cette fois-ci, il n'a pas besoin de sortir en cachette, car il montre sa nouvelle carte d'identité aux gardes, qui le laissent partir sans poser de questions. Nous retrouvons ensuite Haruka dans la forêt. Les rivières et les arbres, même les gobelins et les kobs, ici, Haruka se sent vraiment chez lui. Alors qu'il rêve de sa garçonnière, un ORC a le culot d'essayer de se faufiler derrière lui. Dommage qu'il n'ait pas compris que Haruka ne joue pas comme ça, et il est rapidement vaincu d'un seul coup de bâton de Haruka. Le solitaire trouve étrange qu'un ORC se trouve ici alors qu'il se cantonne généralement dans les parties les plus profondes de la forêt. Heureusement, de tels monstres ne sont plus une menace pour lui. Il en va de même pour les autres défis de la forêt, car notre garçon dispose d'un grand nombre de nouvelles améliorations et capacités. Tout va pour le mieux pour lui, mais le ton joyeux change brusquement lorsqu'il tombe sur une tache de sang sur le chemin du retour. Il se doute qu'il s'agit d'une tache de sang appartenant aux autres garçons de sa classe, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. En suivant la trace de sang jusqu'à sa maison, Haruka commence à s'inquiéter de ce qui a pu se passer lorsqu'il tombe sur la scène d'un terrible crime. Les sportifs ont été gravement blessés et semblent au bord de la mort. Haruka ne perd pas une seconde et utilise ses potions de santé pour tenter désespérément de leur sauver la vie. Heureusement, sa rapidité d'esprit fonctionne. Kakazaki se réveille et se réjouit de voir que Haruka est sain et sauf. Il demande si les filles vont bien aussi, mais le solitaire répond que le stupide athlète devrait s'inquiéter davantage pour lui-même. À la tombée de la nuit, les garçons se mettent au courant de ce qui s'est passé. Il raconte à Haruka ce qui est arrivé aux délinquants et à la silhouette encapuchonnée qui a failli leur faire le même coup. Qui que ce soit, il est bien trop puissant, car aucun d'entre eux n'a eu la moindre chance. Kakazaki révèle également qui est la véritable cible du type, il s'agit du détenteur de la capacité de détournement. Il demande l'aide d'Haruka, mais le solitaire se dit que ce n'est pas son combat et qu'il n'a aucune raison de s'en mêler. En fin de compte, Haruka est peut-être un solitaire, mais il n'est pas sans cœur. Il accepte de se battre, mais il le fera seul. Les sportifs réalisent enfin que Haruka est un personnage important et acceptent de le laisser faire. Ils se rendent en ville et prennent contact avec les filles, lui laissant le soin de faire le reste. De cette façon, si les choses tournent mal, Haruka peut être sûr que les filles ne seront pas laissées à elles-mêmes pour se défendre. En attendant, il va devoir se concentrer sur la préparation du combat de sa vie. À Omoa, la déléguée de classe est morte d'inquiétude. Elle a mis en place un groupe de recherche pour retrouver son solitaire préféré, mais personne ne le trouve. Tout ce qu'elle et les filles peuvent faire, c'est suivre les instructions de sa lettre, devenir fort et l'attendre, il reviendra un jour. À ce moment-là, Haruka est occupé à étudier ses statistiques et ses compétences, essayant d'imaginer des mouvements à la volée qu'il pourrait utiliser pour battre ce nouvel adversaire, quel qu'il soit. Sa réflexion est interrompue lorsqu'il remarque que ses gobelins ont commencé à renifler la zone, à la recherche d'une proie facile. Ils sont d'un niveau assez élevé pour des monstres, mais rien que lui et son équipe ne puissent gérer. Une fois le menu fretin éliminé, un nouveau problème surgit sous la forme d'un gobelin royal. Il manque d'écraser Haruka avec sa massue, mais heureusement, son équipement nouvellement amélioré lui donne l'avantage et il est capable d'éviter les attaques violentes. Haruka décide que c'est l'occasion idéale pour s'entraîner. En utilisant ses capacités, Haruka fait l'équivalent de les tirer au hasard d'un chapeau et les mélange pour créer quelque chose de nouveau et d'assez puissant pour vaincre le roi des gobelins. Même s'il a reçu les pires compétences, Haruka sait que s'il est assez intelligent pour les utiliser au maximum, il peut les mélanger et les associer pour créer des capacités vraiment spectaculaires. La sensation d'intense soif de sang juste derrière lui fait frissonner Haruka. Il semble que la lignée royale ne s'arrête pas au roi, car l'empereur gobelin fait son apparition. Cette chose est bien plus forte que tout ce qu'il a pu affronter auparavant, et elle cherche à se battre. Haruka lui donne ce qu'il veut, mélangeant ses compétences et lançant une attaque rapide comme l'éclair qui réussit à faire tomber le gobelin.
Le gobelin vert ne reste pas longtemps à terre, et c'est maintenant que le combat commence. Il attaque à une vitesse féroce, utilisant ses compétences d'armement et tuant presque le solitaire avant qu'il ne puisse contrer. L'attaque d'Haruka parvient à le blesser, mais l'empereur n'est pas au bout de ses peines. Il se soigne grâce à la magie et riposte en envoyant une vague magique qui fait voler Haruka. Notre héros est blessé et perd confiance en lui, mais lorsqu'il repense à tout ce que les sportifs ont dû endurer pour devenir des héros, il décide que le moins qu'il puisse faire est de se battre aussi durement qu'eux. La bataille fait rage jusque tard dans la nuit, et ce n'est qu'au lever du soleil qu'Haruka remporte la victoire sur l'empereur, son cri de guerre se faisant entendre dans toute la forêt alors qu'il passe au niveau 11. Après s'être reposé dans sa caverne, il examine ses nouvelles statistiques et parvient à comprendre à quoi servent réellement certaines de ses compétences. Le « maître de rien » est une compétence particulière qui l'empêche de monter en niveau normalement, mais qui lui permet en échange d'acquérir de nouvelles compétences et de les monter en niveau beaucoup plus rapidement. En conséquence, toutes les compétences d'Haruka sont désormais plus fortes, mais il craint que ce ne soit pas suffisant pour affronter son véritable ennemi. Heureusement, il a quelques nouveaux tours dans son sac. Il devrait lui donner l'avantage dont il a besoin pour trouver une ouverture, et c'est juste à temps, car l'étranger encapuchonné est arrivé. Haruka l'attend dehors, et l'inconnu se révèle être Tanaka, un de ses anciens camarades de classe. De retour à Omoa, les filles reviennent de leur quête et trouvent leurs sportifs qui les attendent. Les retrouvailles sont heureuses, mais les garçons sont battus et couverts d'échymoses, ce qui inquiète la déléguée de classe lorsqu'elle se rend compte que Haruka n'est pas avec eux. Pour l'instant, notre héros est occupé à régler ses propres problèmes. Tanaka ne prend plus la peine de cacher son statut de méchant, et il regrette que les sportifs qu'il a laissés en vie ne l'aient pas mené à la déléguée de classe comme il l'avait prévu. Haruka est désolé de le décevoir et demande à Tanaka s'il avait prévu cela depuis le début. L'ancien nerf devenu antagoniste révèle que non seulement il l'a planifié, mais qu'il est aussi celui qui a manigancé la séparation de la classe en premier lieu. Tanaka est à la recherche de la capacité de détournement depuis longtemps, et tous ceux qui se mettent en travers de son chemin, même ses camarades de classe, ne sont que de la viande à hacher. Il sait que le solitaire Haruka ne s'impliquera pas, alors il part pour continuer sa chasse. Haruka lève étonnamment son bâton et l'arrête dans son élan. Tanaka est agacé et se demande pourquoi il s'en préoccupe. Haruka est peut-être un solitaire, mais il n'est pas du genre à laisser un salaud comme lui blesser les gens auxquels il tient. Le combat s'engage alors que Tanaka fait le premier pas. Il révèle que lorsqu'il était dans la pièce blanche en train de choisir ses compétences, il a tout fait pour s'assurer que toutes les compétences restantes ne serviraient à rien. Sa confiance est à son comble lorsqu'il invoque un barrage de pierres et les lance sur notre héros, combinant l'attaque avec une nouvelle compétence étrange appelée Tweak qui étourdit Haruka. Les filles étant de retour en ville, la déléguée de classe est impatiente de retrouver Haruka. Cependant, les sportifs s'assurent qu'elle comprenne qu'il se bat pour eux, et que s'interposer maintenant ne ferait que donner à Tanaka ce qu'il veut. Haruka, quant à lui, s'efforce d'esquiver alors que les effets du Tweak ralentissent son corps, lui donnant l'impression de se déplacer dans des sables mouvants, tandis que son adversaire appuie sur l'attaque. Tanaka commence à canaliser sa magie, et le sol sous les pieds de Haruka explose en éclats de pierre cristalline. Tanaka félicite le solitaire d'avoir survécu aussi longtemps et admet qu'il ne lui a pas accordé de crédit auparavant, mais il a maintenant une question à poser à Haruka avant de le tuer. Tanaka lui demande s'il a déjà été jaloux de lui dans le monde réel. Haruka admet qu'il a toujours pensé que Tanaka n'était qu'une personne bizarre, si tant est qu'il ait jamais pensé à lui. Il a su dès qu'il a vu Tanaka avec les délinquants que l'intello préparait quelque chose. C'est au tour d'Haruka de poser une question, et il est curieux de savoir quand Tanaka a eu l'idée de son plan infâme. Tanaka lui explique qu'au moment où la capacité Hijak a été choisie, il savait qu'il devait l'avoir, mais qu'après avoir reçu Tweak, il s'est rendu compte qu'il avait déjà tout le pouvoir dont il avait besoin. Tanaka ne se contente pas de monologuer parce qu'il est un méchant digne de ce nom, il le fait parce que, pendant qu'ils parlaient tous les deux, il manœuvrait des racines sous les pieds d'Haruka. D'un geste de la main, Tanaka attrape notre héros et le cloue sur place. Tanaka lance alors une puissante explosion de feu, visant à réduire Haruka en cendres. Cependant, alors que le feu tourbillonne autour du solitaire, il commence à se déplacer, comme si la magie était aspirée par une sorte de vortex. Tanaka est choqué de voir Haruka indemne, grâce à l'une de ses capacités qu'il a fusionnées avec un bâton connu sous le nom d'absorption magique. C'est maintenant au tour d'Haruka, qui ne tarde pas à passer à l'offensive, s'élançant vers l'avant et cherchant à abattre son ennemi d'un seul coup. Tanaka riposte en invoquant une épée volée pour dévier l'attaque. Il n'est pas du tout inquiet, il était juste un peu distrait. Il réfléchissait à l'arme qu'il allait utiliser pour détruire l'ennuyeux solitaire, si la magie ne fonctionnait pas. En fait, il en a plusieurs, et quand il ne peut pas se décider pour une seule, il choisit de les utiliser toutes. Il attaque sans pitié, brandissant une nouvelle arme à chaque assaut imprévisible. Tanaka est absolument implacable, et Haruka ne peut que s'accrocher à sa vie. Ses défenses ne tiennent pas et il est projeté comme un chiffon, d'abord dans les buissons, puis de l'autre côté de la rivière. L'arrogant Tanaka lui demande alors s'il veut se rendre maintenant.
Haruka se relève péniblement, réalisant à quel point il est en mauvaise posture. Tanaka n'a aucune ouverture, aucun point faible à exploiter, et il est surpuissant avec toutes ses capacités. Haruka sait qu'il possède la compétence Kopika, c'est la seule chose qui ait un sens. Tanaka a pris les compétences de tous ceux qu'il a battus jusqu'à présent. Les capacités de combat de Tanaka sont complètement brisées, et Haruka commence à se demander s'il peut même gagner ce combat. Il s'arrête, semblant abandonné, et Tanaka en profite pour attaquer. Cependant, il tombe dans un piège. Haruka contourne l'intello et dit quelque chose qui fait trembler son ancien camarade de classe, il sait que Tanaka ne peut utiliser la même compétence que 3 fois au total. Haruka avait laissé son adversaire utiliser tout son arsenal afin de trouver un point faible. Maintenant qu'il sait comment fonctionne Kopika, la bataille bascule et Haruka prend le contrôle du combat, parant et esquivant tout ce que Tanaka peut lui envoyer. Tanaka se moque de ce que pense Haruka et hurle qu'il va quand même gagner. Cependant, à ce stade, le solitaire a aussi une idée de sa vitesse, mais cela ne sert à rien. Haruka commence à lui mettre la pâtée, faisant rebondir Tanaka comme un sac à dos jusqu'à ce qu'il se retrouve dos au mur. Il se précipite pour porter le coup de grâce mais évite de justesse de se faire arracher la tête de ses épaules par un éclair de lumière magique. Il semble que Tanaka ne soit pas encore au bout de ses peines. Outré et dans les cordes, Tanaka déclare qu'il lui reste une dernière compétence de triche et active une étrange aura de fumée autour de lui. Ses attaques sont les mêmes qu'auparavant, et Haruka ne sait pas ce que cet as de sa manche est censé faire. Tanaka révèle son pouvoir caché en déclenchant une mort instantanée sur le solitaire, un coup qui le prend par surprise et le fait tomber au sol. Tanaka se lève alors, ricanant de façon maniaque devant le corps brisé d'Haruka. Notre héros est enfin mort, et bien qu'il ait fait perdre à Tanaka tous ses talents de copiste, ce dernier est tout de même heureux d'avoir réussi à détruire son rival. Une fois Haruka éliminé, il lui sera facile de mettre la main sur les autres compétences. Il donne un dernier coup de pied au corps d'Haruka et dit adieu à son ennemi pour toujours. La forêt devient silencieuse tandis que le méchant s'éloigne, mais il entend quelque chose. C'est Haruka, qui se demande s'il va s'enfuir après lui avoir donné un coup de pied. Haruka est de nouveau sur pied et n'est pas du tout mort. Tanaka panique, car il n'arrive pas à croire qu'un niveau 11 ait pu survivre à son attaque. Cependant, notre héros a quelques astuces, dont la compétence santé générale, une de ces compétences inutiles qui lui permet de résister à la maladie ou aux effets de statut comme la mort instantanée. De plus, notre héros est tout simplement chanceux. Après avoir maximisé ses points de chance avec Lucky Roll, il a réduit au maximum les chances de succès d'un effet tel que la mort instantanée. La vérité, c'est que Tanaka a mal calculé cette bataille depuis le début. Même sa capacité Tweak n'a pas fonctionné correctement pendant tout ce temps, grâce à la compétence bloquéade de Haruka, une compétence qu'il pensait inutile parce qu'elle fait de lui une marionnette. Haruka a utilisé cette compétence pour manipuler son corps comme une marionnette à fils, le forçant à bouger alors qu'il aurait dû rester allongé sur le sol, sans défense. Tanaka craque, il en a assez entendu. Toutes ces compétences inutiles ne signifient rien pour lui. Peu importe la façon dont Haruka les utilise, Tanaka affirme qu'il a toujours les meilleurs pouvoirs. Sa petite crise de nerfs se termine aussi vite qu'elle a commencé, car Haruka le met à genoux. Tanaka ne sait plus où donner de la tête, car il ne comprend pas ce qui se passe. Ses calculs auraient dû être parfaits, mais ils n'ont aucun sens. Haruka l'informe que 1 + 1 = 2, c'est peut-être ainsi que les choses fonctionnaient dans l'ancien monde, mais c'est le nouveau monde, plein de magie et d'inexplicable. C'est le monde d'Haruka, et c'est lui qui fixe les règles. Vous savez que les choses sont terminées quand le héros a tellement battu le méchant qu'il commence à avoir des flashbacks. Tanaka repense au début de cet isekai, à tous les plans qu'il a élaborés une fois qu'il a posé les yeux sur ce tableau de compétences. Tous les camarades de classe qu'il a côtoyés, en s'assurant d'obtenir les meilleurs pouvoirs, et maintenant, tout cela n'a servi à rien si un solitaire sans valeur peut le vaincre. Tanaka ne peut accepter la réalité et, dans un ultime effort, il se jette à nouveau sur Haruka, mais il est rapidement désarmé. Notre héros s'apprête à porter le coup de grâce, mais l'épée de Tanaka revient de nulle part et le transperce dans le dos. Haruka tombe à genoux tandis que Tanaka contrôle la lame à distance et la remet dans sa main. Le vent semble avoir tourné une fois de plus, mais la victoire de Tanaka est de courte durée. Haruka repousse d'abord l'épée, puis fait tomber son adversaire sur les fesses. Il y a quelque chose que son camarade de classe ne comprend pas. Il s'est trop reposé sur ses talents de tricheur, mais Haruka et les autres ont tout mis en œuvre pour devenir plus forts, un effort que Tanaka n'a jamais pu concurrencer. Le combat se termine avec Tanaka criant et hurlant pour que Haruka reste à l'écart, mais il est trop tard. Haruka le frappe avec Gambi, et c'est tout ce qu'elle a écrit. Tanaka tombe à genoux et s'effondre. La forêt devient silencieuse tandis que notre héros s'éloigne, mais cette fois, l'autre homme ne se relève pas. Il s'avère que ses compétences inutiles n'étaient pas si inutiles que ça, après tout. Le combat n'a pourtant pas été facile et Haruka n'en est pas sorti indemne. En fait, il ne va pas loin avant de se rendre compte qu'il ne peut plus continuer. Son corps oscille, puis finit par céder, mais alors qu'il tombe, il sent une paire de mains l'attraper.
Ce sont les nerds, et ils sont là pour le sauver. Haruka ne se moquera plus jamais de Donjons et Dragons, ou de ce que ces crétins aiment, plus jamais. Il donne à Haruka un haricot sans U et l'aide à retourner en ville. Il veut savoir ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps, et ils lui disent qu'ils sont venus le secourir dès qu'ils ont appris qu'il avait disparu. Lorsqu'ils reviennent enfin à Omoa, les filles les attendent à la porte. Haruka est immédiatement entouré d'une foule de fangirls inquiètes et adorables qui commencent à l'assaillir de questions. C'est un peu trop pour un solitaire comme lui, mais il réussit à faire un high-five de victoire avec son frère Kakazaki. Enfin, avant qu'il ne soit traîné jusqu'au bain où les dames peuvent l'aider à se débarrasser de la bagarre. Les filles se réconcilient avec les nerds, s'excusant de les avoir exilés en premier lieu. Les filles sont si séduisantes qu'Oda et son équipe apprennent à pardonner et à oublier. Haruka a l'impression d'avoir accompli tout ce qu'il avait prévu de faire en protégeant tout le monde, alors, fidèle à sa nature de solitaire, il essaie de se faufiler pour retourner à la vie en solo, mais la déléguée de classe l'attrape. Il ne sait pas trop quoi dire lorsqu'elle l'enlace, mais il est désolé de l'avoir fait pleurer. La déléguée lui répond qu'elle ne pleurera plus parce qu'elle n'aura pas le temps de le faire, quand elle et tous les autres seront occupés à gronder Haruka pour les avoir laissés seuls en premier lieu. Un peu plus tard, nous assistons à un rêve sinistre. Haruka est perdue dans l'obscurité profonde d'un donjon, et quelqu'un l'y attend. On dirait une jeune fille, mais quelque chose ne va pas, elle attend seule dans l'obscurité depuis très longtemps. Le 26e jour, Haruka se réveille en sursaut de son cauchemar. Cela ne fait qu'un jour qu'il s'est battu avec Tanaka, et il est encore endolori par toutes les techniques de combat qu'il a utilisées dans les bois. Il croise l'équipe des geeks en bas, mais ils n'ont pas le temps de discuter, ils sont partis dans un donjon. Avec tous les monstres qui les entourent et la promesse d'objets rares, ils ne perdent pas de temps à rester assis. Les oreilles d'Haruka se dressent lorsqu'il entend parler de cet objet, et Oda révèle qu'il s'agit d'un anneau de phéromone, un objet magique qui peut modifier les sentiments des gens à l'égard de celui qui le porte. C'est le rêve de tout pervers, et Haruka en a absolument besoin. Il s'élance, mais il ne fait pas un pas avant de sentir une puissance cruelle et terrible irradier derrière lui. Haruka implore la pitié, disant qu'il a assez enduré de leçons hier de la part de tous les autres, mais la déléguée de classe dit que c'était tous les autres, et que maintenant, il doit s'occuper d'elle. Notre garçon est mis à genoux et doit promettre de ne plus rien faire de dangereux juste pour échapper à la colère de la déléguée de classe. Bien sûr, rien ne l'empêchera de vivre la vie Izuke, et il décide qu'il doit aller voir ce donjon par lui-même. Nous nous plaçons ensuite du point de vue du seigneur d'Omoa. Il est occupé à travailler à son bureau lorsque sa fille entre et lui demande s'il devrait se reposer. Des monstres et des troubles ont perturbé le commerce à Omoa, et le père de Muriel ne peut pas se reposer avant d'avoir fait tout ce qu'il peut pour redresser la situation en tant que seigneur. C'est alors qu'un garde fait irruption dans la pièce avec de terribles nouvelles, un troupeau de monstres est en route vers la ville, et il s'agit d'une bande d'or dirigée par un roi. Ils n'ont pas dû entendre ce qui est arrivé au dernier type qui s'est fait appeler roi dans le coin. À la guilde des aventuriers, Muriel arrive en courant, appelant à l'aide. La déléguée de classe la regarde de travers, mais quand Muriel appelle à l'aide contre la menace monstrueuse qui s'apprête à détruire Omoa, tous les aventuriers répondent à l'appel sans hésiter. La déléguée de classe se précipite pour rassembler le groupe, mais Haruka n'est pas là. Elle se demande où il peut bien être, et il s'avère qu'il est occupé à botter les fesses des ors. Ils sont nombreux et il n'est qu'un seul homme, mais Haruka a le pouvoir de Dieu et de l'anime de son côté. Les habitants d'Omoa se rassemblent à la porte d'entrée et se préparent à l'attaque. Cependant, Haruka a déjà fini de détrôner le roi et d'éliminer le reste des ors. Ces pauvres monstres se sont trompés de quartier, et Haruka les a déjà oubliés alors qu'il se dirige vers le donjon. Il y a un garde devant, mais il n'est pas assez payé pour faire attention, alors Haruka se faufile tout près. Les profondeurs du donjon sont anciennes et ont accueilli d'innombrables aventuriers par le passé. Haruka est prêt à conquérir cet endroit, mais il doit d'abord trouver cet anneau. Ces actes de dépravation odieux ne vont pas se commettre tout seuls. Il parvient à trouver un coffre au trésor assez facilement, mais tout ce qu'il en sort n'est que pure camelote. Il a beau chercher, il n'y a rien qui vaille à l'étage. Il a besoin d'un indice, et ses pensées se tournent vers le marchand louche d'Omoa qui lui a vendu tout son matériel. Pour l'instant, il doit abandonner la plongée dans le donjon et aller demander son chemin. De retour à Omoa, le groupe attend toujours. Les monstres ne sont pas encore arrivés, et il commence à se demander s'ils sont bienvenus. Tout le groupe se crispe lorsqu'il aperçoit une silhouette à l'horizon. Il pense qu'il s'agit d'orques, mais ce n'est qu'un monstre d'un autre genre. Haruka s'approche et demande ce qui se passe. La déléguée de classe est stupéfaite de le voir et lui explique qu'ils sont sur le point d'être attaqués par des orques. Il leur fait comprendre qu'ils sont restés là à attendre pour rien, il a déjà frappé ces orques avec son grand bâton, et nous n'avons encore rencontré personne qui ait survécu à cela. Bien qu'il ait sauvé toute la ville d'une disparition certaine, Haruka est soumis à une sévère réprimande, non seulement de la part des filles de sa classe, mais aussi du chef de la guilde et de Muriel. Haruka continue de faire des choses dangereuses de son propre chef, ce qui inquiète tout le monde. Le chef de la guilde lui dit que ce n'est pas le moment de faire le loup solitaire, pas quand il y a la menace d'une ruée de monstres sur le chemin.
Le 27e jour, nous constatons qu'Haruka a rattrapé le marchand véreux. Skeletor n'est pas content de voir notre héros. La dernière fois que Haruka est venu, il a fusionné la moitié de son magasin et s'est enfui. Haruka lui dit de se calmer, cette fois, il veut juste des informations sur l'anneau de phéromone. Le marchand explique qu'Haruka ne trouvera pas de bon butin en fouillant au premier étage. Le donjon est vraiment immense, et ce qu'Haruka cherche se trouve au moins à 50 étages de profondeur. Et comme si cela ne suffisait pas, chaque étage comporte un boss puissant qu'il faut d'abord vaincre. Si Haruka veut vraiment s'amuser avec cet anneau magique, il va devoir se préparer à toute une expédition. Haruka décide donc d'aller au magasin général et laisse le marchand sans le sou. La Geek Squad a entendu tout cela, et ces petits malins trahissent tout de suite la situation. La déléguée de classe et sa bande de vice-présidents ne sont pas contents d'Haruka, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils décident de s'en prendre à leur solitaire préféré avant qu'il ne s'attire d'autres ennuis. Haruka est presque de retour au donjon lorsqu'il sent un tas de mauvaises ondes s'approcher, ce sont ses camarades de classe, et il demande pourquoi ils sont là, mais la déléguée de classe pourrait lui poser la même question. Elle accuse notre héros de vouloir s'emparer de l'anneau de phéromone pour pouvoir faire des choses bizarres et éhonter avec ses pouvoirs. Haruka tente de faire croire à un malentendu et promet que ce n'est pas du tout une bague bizarre, mais un objet tout à fait normal et sain. Personne ne le croit, et réalisant qu'il a été pris en flagrant délit de mensonge, Haruka fait la seule chose qu'un héros puisse faire dans une telle situation, il s'enfuit courageusement. Il se précipite dans le donjon pour s'échapper, et le garde devant tente de l'arrêter. Le garde voit la déléguée de classe et les autres sur les traces de Haruka et tente de les avertir. La déléguée de classe dit à ce paysan de se taire et le frappe avec le passeport platine officiel de Disneyland. La déléguée de classe poursuit Haruka et lui dit que ce n'est pas une bonne idée de courir dans un donjon truffé de pièges. Mais Haruka n'est pas un pauvre nigo, c'est un véritable protagoniste qui sait ce qu'il fait. Haruka réussit à faire quelques pas avant de trébucher sur ses propres pieds et de tomber dans un mur de pièges. Haruka tamponne une dernière fois la déléguée de classe et se jette dans l'abîme. La descente est longue, et lorsqu'il voit le sol approcher à grands pas, il n'a que quelques secondes pour utiliser ses pouvoirs et transformer le sol en fesses rebondissantes afin d'amortir sa chute. Malheureusement, même avec tous ses talents, il n'a aucun moyen de se relever. La seule façon de s'en sortir est d'aller de l'avant, et alors qu'il se met à la tâche, il se rend compte qu'il peut sentir la structure du donjon autour de lui. Il consulte sa page de statistiques et remarque qu'il possède 2 nouvelles compétences, conscience spatiale et détection des pièges. Il détermine qu'il s'agit juste d'un petit quelque chose qu'il a acquis après avoir erré tout à l'heure. Cela explique au moins comment il a obtenu la conscience spatiale, mais la détection de pièges l'ennuie un peu. Cela aurait été bien plus utile s'il l'avait eu il y a une minute, mais tomber dans le piège était le seul moyen d'acquérir la compétence en premier lieu. Quoi qu'il en soit, il a tout ce qu'il faut pour conquérir ce donjon, et il met à profit ses nouveaux pouvoirs. Il parcourt les pièces et les couloirs jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est tombé beaucoup plus loin qu'il ne le pensait, il est à l'étage 101. Cela fait beaucoup d'escaliers pour la déléguée de classe, mais elle ne laisse pas son solitaire préféré s'enfuir aussi facilement. Haruka cherche une sortie et se retrouve devant une grande porte. Les miasmes sont aussi épais que du brouillard, et lorsqu'il ouvre la porte, il est complètement submergé. Une aura sinistre émane de la pièce dans laquelle il est entré, et en son centre se trouve non pas un boss d'étage normal, mais l'empereur du donjon en personne. Haruka vient de se heurter de plein fouet à un problème de niveau 100, mais quelqu'un devrait dire à ce monstre ce qu'il a fait au dernier empereur qu'il a rencontré. La classe n'est arrivée qu'à l'étage 47 et doit faire une pause dans la descente. Ils trouvent un téléporteur près de leur campement, et Oda explique qu'il y en a à chaque étage une fois que le boss et tous les autres monstres ont été éliminés. Ils ont le mauvais pressentiment que leur ami solitaire ne pourra pas utiliser l'un de ces téléporteurs puisqu'il est si bas. Cependant, Kakazaki leur rappelle qu'il s'agit d'Haruka et qu'il s'en sortira très bien. Cependant, l'empereur n'est pas une plaisanterie et Haruka pourrait avoir besoin d'aide. Les filles se décident, Haruka les a sauvées une fois, il est temps de lui rendre l'appareil. Tout le monde s'unit et se prépare à aller plus loin pour sauver leur solitaire préféré. Dans les profondeurs, les choses se présentent mal pour notre héros. Il essaie de lire les statistiques de son nouvel ennemi, mais il est tellement dépassé que sa feuille de statistiques se met à bugger. Tanaka était coriace, mais cette chose est tout simplement construite différemment. Notre garçon n'est pas du genre à fuir les défis, alors il passe à l'offensive en premier, utilisant sa vitesse impressionnante pour se faufiler derrière l'empereur. Haruka dit au chef qu'il n'y a rien de personnel, mais son attaque est immédiatement parée. Haruka est rapide, mais l'empereur l'est encore plus. S'il espère battre ce boss, il va devoir trouver un moyen de vaincre sa vitesse. Non loin de là, la ville d'Omoa est plongée dans une nuit sombre et orageuse. Alors que le maire regarde par la fenêtre, sa fille Muriel lui demande si ce mauvais temps est lié d'une manière ou d'une autre au donjon. Elle a le pressentiment que leur petite ville tranquille va bientôt connaître un désastre. Son père lui demande de dire à la guilde des aventuriers qu'ils doivent se préparer au pire. Au plus profond des entrailles du donjon, Haruka affronte l'empereur du donjon squelettique, déconcerté par l'incroyable vitesse du monstre.
Il sait qu'il doit passer toutes ses compétences en mode vitesse pour avoir une chance de l'égaler. Les deux se tournent autour comme un ouragan à la recherche d'une ouverture, jusqu'à ce qu'Haruka saisisse l'occasion et attaque. Son coup est bloqué par le squelette rapide, mais il continue d'essayer, se poussant à aller de plus en plus vite. Malgré ses efforts, ce n'est pas suffisant, et à chaque fois qu'il pense avoir le dessus, l'empereur contre-attaque. La vitesse de son adversaire fait apparaître la nouvelle capacité de prévoyance dans ses lentilles de contact. Ce n'est peut-être qu'une fraction de seconde, mais le solitaire peut désormais entrevoir l'avenir. Le duel féroce fait rage entre les deux adversaires, mais à mesure qu'il s'éternise, Haruka commence à ressentir une nouvelle sensation sous sa peau. L'excitation de se battre pour sa propre vie avec tout ce qu'il a devrait être terrifiante, mais au lieu de cela, le solitaire se sent exalté. Malheureusement, alors qu'il tient à peine le coup, à court de mana et d'endurance, l'empereur n'est même pas inquiété. Haruka est tellement épuisé qu'il n'en peut plus. Pour une raison quelconque, l'empereur hésite, interrompant son attaque qui aurait sûrement suffi à l'achever. Haruka a su dès le début que ce monstre ne ressemblait à aucun de ceux qu'il avait affrontés par le passé. En repensant aux puissants adversaires qu'il a vaincus, il se rend compte que la différence entre eux et l'empereur est simple, il n'a pas de soif de sang. Nerveusement, Haruka comprend que ce monstre aurait très bien pu l'achever plus tôt s'il l'avait voulu. Ne voulant pas être en reste, Haruka charge une nouvelle fois, mais il se retrouve complètement dépassé, l'épée de l'empereur étant sous sa gorge. Une fois de plus, l'empereur choisit de ne pas le tuer, et Haruka remarque que le miasme sombre qui tourbillonne autour du squelette semble un peu déréglé, comme s'il contrôlait les os et sapait leur force. C'est peu probable, mais à ce stade, Haruka n'a rien à perdre, et il attaque l'aura maléfique qui manipule l'empereur à la place. Le premier coup semble avoir un effet sur le miasme, et le second le dissipe, libérant l'empereur de son emprise. Maintenant libéré, Haruka demande au monstre s'il se retenait non pas pour jouer avec lui, mais parce qu'il voulait qu'il le batte et mette fin à ses souffrances une fois pour toutes. Les mots d'Haruka semblent faire mouche car l'empereur lâche son arme et le miasme sombre qu'il a détruit recommence à se déverser hors de lui. Sa première pensée est de détruire le monstre comme il semble le vouloir, mais il décide plutôt d'étreindre l'empereur. Alors qu'ils s'étreignent tous les deux, il s'avère que ce n'est pas du tout un squelette mais une fille sur laquelle il a réussi à utiliser sa compétence de subjugation complètement par accident. Haruka s'excuse maladroitement, mais comme l'empereur ne répond pas, il commence à paniquer, demandant s'il est fâché de ce qu'il a fait. L'empereur secoue son crâne, et les deux se serrent la main sur la nouvelle équipe improbable qu'ils sont devenus sans le vouloir. Haruka utilise son talent d'évaluateur pour vérifier ce sac d'os et découvre qu'il s'agit d'Angelica. La déléguée de classe ne va pas être content d'apprendre qu'il a subjugué une autre fille. Haruka dit qu'il est temps d'y aller, et les deux commencent à remonter vers le sommet. Le solitaire n'est pas loin avant d'être confronté au boss de l'étage 100, une armure vivante menaçante. Haruka n'a pas l'intention de se battre contre un autre monstre de haut niveau alors qu'il a à peine survécu au dernier. Au lieu d'essayer de le contourner et de monter les escaliers, Haruka décide de prendre la voie rapide et de faire un trou dans le plafond. Cependant, un couple de furies l'attend à l'étage du dessus et saute en bas pour se joindre à l'armure et lui botter les fesses. Grâce à la chance de Haruka, les minotaures et l'armure vivante entrent en collision au lieu de faire équipe. Ils se battent instantanément l'un l'autre sans qu'Haruka n'ait à lever le petit doigt. Se sentant un peu coupable, il les achève tous les trois d'un coup de baguette. Il ramasse le butin et essaie de ne pas regarder en face son nouveau copain squelette, qui doit avoir honte de lui. Au lieu d'être déçu, l'empereur semble plus intéressé par l'armure, et Haruka dit qu'elle devrait la prendre pour elle. L'armure n'est pas vraiment adaptée au squelette, mais dans un éclair de lumière, elle commence à se déplacer et à se mouler à la forme d'Angelica. Soudain, le squelette a des hanches et Haruka doit se retenir de lui sauter dessus. Il décide d'utiliser son expertise sur l'armure et découvre qu'elle est maudite, ce qu'il aurait dû vérifier au préalable. Angelica n'est pas très contente et lui inflige un traitement silencieux qui lui rappelle l'attitude autoritaire de son délégué de classe. Haruka décide de l'appeler la représentante en armure et se lance à sa poursuite, tandis que tous deux poursuivent leur ascension vers la liberté. Une cinquantaine d'étages plus haut, la déléguée de classe et les autres enfants s'inquiètent de plus en plus de la disparition de leur ami, au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans les profondeurs. Ne voulant pas abandonner, ils parviennent à pénétrer dans l'antre d'un cyclope géant. De retour en ville, Muriel et le chef de la guilde discutent des inquiétudes de son père. Le chef de la guilde affirme qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire ces derniers temps, mais le garde qu'il a chargé de surveiller le donjon n'est pas vraiment l'outil le plus brillant de la cabane. Il ne s'est peut-être même pas rendu compte qu'il y avait un problème à signaler. Il décide donc d'aller voir ce qu'il en est et se demande où sont passés les derniers aventuriers. De retour au donjon, nous constatons que le plus téméraire de tous les aventuriers a réussi à se réconcilier avec son compagnon silencieux grâce à un cadeau, une nouvelle cape de rangement. Ils ne sont arrivés qu'à l'étage 98 et doivent maintenant faire face à un nouveau monde de problèmes, car une liche leur barre la route. Haruka a ce qu'il faut pour vaincre sa magie noire, la même chose qu'il utilise pour vaincre littéralement tout le reste, son grand bâton.
Haruka a un éclair de génie alors qu'il fait face à son prochain défi, un groupe de papillons de nuit. Il lance une boule de feu sur le groupe et, tel un papillon de nuit attiré par la flamme, profite de la distraction pour les incinérer tous. L'étage supérieur est occupé par une bande de chenilles qui tissent des toiles délicates. Haruka les enroule facilement et continue, tandis qu'Angelica ramasse consciencieusement tout le butin. Le 95e étage n'est malheureusement pas une partie de plaisir, car le solitaire et son compagnon sont presque embrochés par l'épée vivante. Normalement, le niveau d'un boss d'étage devrait correspondre à l'étage où il se trouve, mais pour une raison inconnue, celui-ci est de niveau 100. Haruka n'a pas le temps de se plaindre des règles bizarres de cet endroit que l'épée tente à nouveau de le tuer. Voyant une ouverture, il attaque, mais il est esquivé et mis sur la défensive. Ce n'est pas vraiment un combat équitable, alors Haruka fait appel à son partenaire de tag team et laisse Angelica s'en charger. L'empereur des donjons se place face à son ennemi et l'attaque de front, le battant d'un seul coup. Haruka se rend compte qu'il a probablement fait le bon choix en s'alliant à cet étrange sac d'os. Pendant ce temps, les filles et le reste de la classe s'amusent comme des fous à combattre le cyclope de l'étage 50. Sa force est telle qu'il abat leur défense avec facilité et les fait vaciller. Les choses ne vont pas très bien et il semble que ce soit la fin pour les héros. Sur leurs dernières jambes, Oda et Kakazaki commencent à penser à leur ami Haruka et à ce que ce solitaire bizarre ferait s'il était dans leur situation. Se précipitant aux côtés de la déléguée de classe, il l'aide à se remettre sur pied et décide qu'il est temps de devenir les héros machos qu'ils ont toujours été destinés à être. Le cyclope est peut-être fort, mais il n'est pas assez rapide pour les arrêter. Koki Boy utilise sa capacité d'accélération pour remonter le long de son bras, sa lame étant prête à prendre la tête du monstre. Mais il se rend compte qu'il est trop tard, le monstre a un autre bras pour le détruire, ce dont il aurait dû se rendre compte plus tôt. Le cyclope fait rebondir le pauvre Koki comme un ballon de basket, mais tout était prévu. Pendant qu'il sert de distraction, Oda prépare son attaque ultime. L'intello décoche une flèche magique puissante et précise directement dans l'œil du cyclope, le tuant net. Après avoir fait équipe pour vaincre leur ennemi, les élèves de la classe célèbrent leur victoire durement gagnée. Cependant, tout n'est pas rose. Loin en dessous, Haruka et Angelica sentent le donjon commencer à trembler autour d'eux alors que des hordes de monstres entament leur marche vers la surface. Pendant que les choses s'échauffent dans le donjon, à l'entrée, le garde s'inquiète des enfants qui n'ont pas écouté ses avertissements. C'est alors qu'il remarque une bande de rats qui s'enfuit du donjon. Il court à toute vitesse pour rapporter la nouvelle à la guilde, et il semble que le moment qu'il redoutait soit enfin arrivé. Inquiet pour les enfants, le chef de guilde sort le parchemin d'exposition et explique que les donjons sont des êtres vivants. Ils s'étendent continuellement vers le bas, étage par étage. Lorsqu'ils n'ont plus de place pour s'étendre, les monstres qui s'y trouvent sont poussés vers le haut dans une ruée sans fin. Le seul espoir d'arrêter cette ruée est de vaincre le boss du dernier étage. S'il disparaît, tous les autres monstres disparaîtront également, mais personne ne sait qui est assez tchadien pour accomplir un tel exploit. L'esprit de Muriel se tourne naturellement vers notre héros, et ses jambes commencent à trembler, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce n'est pas elle, mais tout le bâtiment qui tremble. Cela signifie que la horde de monstres est arrivée. Le chef de la guilde passe à l'action et envoie Ofté et Gatek protéger les citoyens et rassembler les troupes, qui défendront la ville au péril de leur vie. De retour dans le donjon, Haruka est confronté à son dernier défi, un étage rempli de griffons. Il n'a jamais su s'il s'agissait d'oiseaux ou de lions, mais quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux n'a pu résister à un poisson empoisonné. Après avoir dévoré les poissons, les monstres s'effondrent en tas sur le sol, et Haruka s'en débarrasse rapidement à l'aide de son fidèle bâton de frappe. À l'étage 54, la déléguée de classe emmène sa classe plus loin dans le donjon, mais ils se rendent vite compte que leur chemin est bloqué par une horde de fourrures sauvages. De retour en ville, les aventuriers ont réussi à repousser la première vague de la ruée, mais le prix à payer est élevé. Ne sachant pas s'ils survivront à une deuxième vague, ils se demandent si les enfants déjà présents dans le donjon ont une chance de vaincre le boss final. Ils décident rapidement que Haruka est leur meilleure chance de mettre fin à ce désordre, mais qui va lui transmettre le message expliquant comment y parvenir? Tous les regards se tournent vers Muriel, qui pourrait bien être le pire choix pour cette mission, et vers le pauvre Ofté, qui se retrouve entraîné dans cette histoire juste pour rire. Cela ressemble à une mission suicide, et Muriel commence à s'inquiéter à juste titre, car il y a quelques épisodes à peine, 2 bandits de pacotille étaient trop difficiles à gérer pour elle. Cependant, elle commence à changer d'avis après avoir vu les âmes courageuses qui font de leur mieux pour protéger Omoa. Muriel sait qu'elle n'est peut-être pas le meilleur choix, mais pour l'instant, elle est la seule à pouvoir le faire. Elles iront toutes les deux à la recherche d'Haruka au milieu de la bousculade. Avec un peu de chance, l'une d'entre elles périra tragiquement dans sa tentative, ce qui motivera la survivante à terminer la mission. Pendant ce temps, à l'étage 81, Haruka et Angelica découvrent un spectacle étrange. L'étage entier est recouvert d'une mer d'eau déchaînée, avec des tourbillons et des bancs d'espadons en colère. Un groupe d'espadons tente d'attaquer Haruka pendant qu'il est distrait, mais heureusement Angelica est là pour s'en occuper. Haruka se rend compte qu'il va avoir besoin d'un plan astucieux pour s'en sortir,
sinon il va finir découpé en tranches et en dés comme une assiette de sashimi. Ayant regardé 1 ou 2 épisodes de Deadliest Catch, il sait que les températures froides ralentissent l'espadon. Plaçant sa main à la surface de l'eau, il utilise sa capacité à manipuler la température pour geler l'eau juste assez pour que le poisson soit paresseux et endormi. Puis, grâce à son talent d'emballeur, il les congèle en blocs de glace. L'astuce fonctionne à la perfection, et Angelica et lui commencent à sauter sur l'eau, gelant chaque petit poisson au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils sont loin de se douter qu'un problème bien plus grave les attend sous les vagues. Un énorme monstre sort de l'eau, manquant de peu Haruka avec sa gueule pleine de dents aiguisées comme des lames de rasoir. Angelica n'a pas l'intention de faire rouiller sa nouvelle armure et s'en sort rapidement, mais Haruka n'a pas la même chance et est emportée par le raz-de-marée. Il semble que la chevalière doive se débrouiller seule avec cet ennemi, mais heureusement, notre héros n'en a pas fini. Il émerge des vagues en chevauchant une planche de surf de toute beauté qu'il a créée grâce à sa magie de la terre et se lance à l'assaut de l'ennemi à nageoire. Notre héros se débarrasse rapidement du monstre et revient sur la terre ferme pour prendre des nouvelles de sa compagne silencieuse. Haruka est heureuse de savoir qu'elle va bien et encore plus de leur rythme. S'ils continuent comme ça, ils seront bientôt libres. Les étages suivants passent en un clin d'œil, et Haruka vit le rêve d'un donjon crawlé. Au cours de son périple, il parvient à trouver d'excellents butins, comme un anneau de chance qui augmente le bonheur, un bracelet béni qui peut détourner les catastrophes et un joyau de nécromancie qui lui permet de contrôler les morts vivants. Le butin est impressionnant, mais le solitaire n'arrive pas à décider s'il vaut mieux le vendre pour se faire de l'argent ou l'utiliser pour lui-même. C'est alors qu'il a la brillante idée de tout donner à Angelica. Les filles adorent le bling-bling, même les filles squelettes, et techniquement, Haruka est responsable de l'avoir coincée dans cette armure maudite, c'est entièrement de sa faute, alors ce cadeau est le moins qu'il puisse faire. Avec un peu de persuasion, il donne les 3 au chevalier, qui est complètement submergé par sa générosité. Sa réaction est un peu étrange, mais le solitaire ne se laisse pas distraire longtemps. Il part en courant à la recherche d'autres pièces secrètes et de trésors cachés. Alors qu'il s'enfuit, le chevalier squelette enlève son casque pour révéler qu'une publicité L'Oréal entière s'est cachée en dessous pendant tout ce temps. Si elle ne le sentait pas avant, Angelica est définitivement tombée amoureuse de Haruka maintenant. Le combat à l'étage 54 a pris fin, la classe ayant stérilisé les derniers loups-garous. Le combat permanent commence à fatiguer le groupe, mais ils savent qu'Haruka compte sur eux. Le bruit de quelque chose qui s'approche fait craindre à tout le monde qu'un nouveau combat ne les attende. Cependant, Muriel et Ofté sortent de la fumée et descendent les escaliers de 54 étages. 20 étages plus bas, l'ascension d'Haruka est ralentie par un nouveau défi. Du monde de l'eau aux portes de l'enfer, il doit maintenant traverser un étage complètement enflammé. De retour dans la classe, Muriel explique ce qui s'est passé et est choquée d'apprendre que l'homme sur lequel il comptait a disparu quelque part au fond du donjon. Essoufflée et sans espoir, elle prend mal la nouvelle. Cependant, la déléguée de classe lui rappelle que c'est d'Haruka qu'il s'agit. Si quelqu'un peut se sortir de ce mauvais pas et sauver la situation, c'est bien Haruka, leur protagoniste. Les choses s'échauffent en bas, et si Angelica est d'accord pour se faire griller un peu, ce n'est pas le cas de Haruka. Il fait trop chaud pour lui et ses forces s'amenuisent à chaque pas. Il manque de tomber, mais le chevalier le rattrape et l'éloigne du barbecue. C'est mieux que d'être cuit vivant, mais pas de beaucoup. C'est alors qu'il remarque une brise venant d'à côté et a une idée brillante. Alors que les autres sont à l'étage et s'étourdissent, la déléguée de classe sent l'odeur d'un intello en sueur et l'haleine de Mountain de Wei, une odeur qu'elle reconnaîtrait n'importe où, mais cet intello s'avère être Haruka. Il a utilisé sa magie du vent pour faire naître une brise rafraîchissante, et sa voix porte jusqu'à la classe. Après avoir repris son souffle, Haruka est choqué par la voix du délégué de classe qui l'arrête net. Tous deux sont stupéfaits de s'être enfin retrouvés. Haruka demande une corde, mais malheureusement, il n'y en a pas. Cela signifie qu'il ne pourra pas se sortir de ce problème aussi facilement en grimpant. Au lieu de cela, il décide que, puisqu'ils sont si proches, il va devoir continuer à avancer. La déléguée de classe l'arrête à nouveau et lui transmet le message de Muriel à propos de la bousculade. Elle et Ofté ont vu la deuxième vague de monstres se diriger vers la ville en venant ici, ce qui signifie que s'ils ne parviennent pas à vaincre le boss final rapidement, Omwa tombera à coup sûr. Pour Haruka, cette nouvelle est dévastatrice, non seulement sa nouvelle maison d'adoption est en danger, mais le seul moyen de la sauver est de détruire l'ami qu'il a récemment adopté et avec qui il a nettoyé le donjon. En regardant Angelica, Haruka dit maladroitement qu'il a déjà battu le boss final. Son mensonge ne fonctionne pas, cependant, et les autres savent qu'il se passe quelque chose puisque les monstres sont toujours actifs. Haruka est déchiré car c'est un choix impossible, sauver la ville ou dénoncer Angelica, qui est l'esclave de ce donjon depuis je ne sais combien de temps. Haruka ne veut pas trahir son ami et se dit qu'il y a peut-être un autre moyen de les sauver tous les deux. Il crie aux autres de ne pas s'inquiéter, car il a la situation en main. Il dit à Angelica de ne pas s'inquiéter non plus car il a un plan, mais il aura probablement besoin de son aide. Naturellement, le chevalier est à terre, mais Muriel et les autres ne sont pas aussi confiants.
La déléguée de classe connaît Haruka mieux que quiconque et lui dit que si son solitaire préféré dit qu'il peut le faire, elle croit en lui. Tout dépend maintenant d'Haruka, et alors que les flammes s'intensifient, il jure non seulement de sauver la ville, mais aussi de libérer Angelica de sa prison. La ruée des monstres a atteint en moi, et rien ne laisse présager un ralentissement. À la tête de la horde se trouve une bande de milléniaux, et Gatek parvient à en abattre un avec sa lance, mais la marée ne s'arrête jamais. Après tant de combats, les personnes qui protègent la ville sont à bout. Le maître de guilde rassemble une dernière fois ses troupes désespérées, déclarant haut et fort qu'elles ne reculeront pas tant que leur maison est en danger, et pas tant qu'il y a encore de l'espoir que les enfants de la classe Izuke puissent s'en sortir. Dans le donjon, Haruka et les autres se sont décidés à mettre fin à la débandade avant que tout espoir ne soit perdu. Haruka dit à Angelica qu'ils n'ont plus le temps de faire du tourisme et qu'ils doivent accélérer le rythme. Tous deux commencent à voler à travers les étages, détruisant des hommes lézards avec de la magie froide, d'énormes insectes avec un insecticide fait maison, et un cerbère au rabais avec une solution puante de vinaigre qu'il a acheté au magasin. La vivacité d'esprit de Haruka et la rapidité de la lame d'Angelica permettent de venir à bout des ennemis qui se dressent sur leur chemin, et ils se retrouvent bientôt à l'étage 70. Ils prennent un bref moment pour trier les paquets de butin qu'ils ont ramassés au cours de leur périple, afin de voir ce qui peut leur être utile. Haruka se souvient qu'il était venu chercher un anneau de phéromone et est un peu déçu de ne pas l'avoir trouvé. Il dit à son compagnon qu'il a des projets pour tout cela, mais qu'il devra attendre qu'ils rentrent chez eux. Angelica a une réaction étrange en entendant cela et donne une tape sur l'épaule de son solitaire, lui indiquant subtilement qu'il devrait peut-être faire une pause. Cependant, Haruka ne peut pas se permettre de s'arrêter maintenant, pas quand tout le monde compte sur lui. Ils poursuivent leur chemin et atteignent l'étage 69. Ces niveaux sont dominés par une épaisse forêt, et Haruka remarque une étrange créature perchée sur l'un des arbres. À en juger par son nom, ce hibou mesmer a la capacité d'hypnotiser les gens. C'est exactement ce que fait l'étrange oiseau, utilisant son pouvoir sur le duo, mais Haruka se contente de sourire. Il possède la compétence santé générale, et les effets de statut comme celui-ci ne fonctionneront pas sur lui. Malheureusement, il se sent soudain très fatigué et ne peut s'empêcher de perdre connaissance. Lorsqu'il revient à lui, son fidèle acolyte le porte. Il s'excuse de lui imposer un tel fardeau, mais d'une petite tape, le chevalier lui fait comprendre qu'elle est là pour lui. Ce n'est pas si mal de compter sur les autres de temps en temps, et Haruka se sent suffisamment en sécurité pour décider que 5 minutes de plus ne lui feront pas de mal avant de s'endormir. Pendant ce temps, la lutte des enfants de la classe se poursuit. Ils sont si près de retrouver Haruka, et pourtant les adversaires qu'ils affrontent sont de plus en plus forts. Leur dernier obstacle prend la forme d'un imposant sphinx de niveau 100. Tandis qu'ils s'acharnent sur la déléguée de classe, Kakazaki et Oda font de leur mieux pour percer la peau du monstre, mais en vain. La chose est construite par Ford et ne se fissure pas. Après avoir reconnu cette bête, le groupe a le mauvais pressentiment qu'il ne pourra pas se frayer un chemin jusqu'à elle. Le sphinx du donjon est réputé pour poser des énigmes aux aventuriers. Ofté est persuadé qu'il n'est pas du tout destiné à être combattu, si l'on en croit les rumeurs qui le disent immortel. Muriel est au plus bas, et les choses ne font qu'empirer lorsque le sphinx décide de commencer à tirer avec son laser. Haruka et Angelica ont atteint l'étage 59, et grâce au chevalier, Haruka est reposé et prêt à passer à l'action. Il dit qu'il est temps de passer à l'étage suivant, mais après avoir fait un pas, il manque de tomber par-dessus le bord d'un trou géant dans le sol. Le donjon est vieux, et de tels signes de dégradation ne font que rappeler à Haruka qu'il doit être très attentif, le sol sous ses pieds peut se dérober sous lui à tout moment. Son attention se porte sur quelque chose au-dessus de lui, tandis que sa capacité détection de présence s'active et lui permet de détecter quelque chose. De retour dans la classe, les choses sont devenues vraiment désastreuses. Même l'optimiste délégué de classe se rend compte qu'elle ne peut pas arrêter le sphinx, quels que soient les efforts déployés. Alors que personne n'est capable de rester debout, et encore moins de poursuivre le combat, le monstre jette son dévolu sur elle. Il lève la patte, prêt à écraser la représentante, mais au dernier moment, notre garçon Haruka arrive à la rescousse. À l'aide du gantelet qu'il a pillé et fusionné avec son gant, il parvient à annuler l'immunité du sphinx aux attaques physiques. Il lui enfonce son bâton dans le dos et le monstre pousse un rugissement de douleur. Il est peut-être de niveau 100, mais ce n'est encore qu'un boss d'étage intermédiaire, et il a affronté plus fort que lui. En parlant de dureté, il dit au monstre qu'il est temps de rencontrer son amie et la véritable patronne de ce donjon, Angelica. La lame du chevalier fend le sphinx d'un seul coup, lui tranchant la tête avec facilité. Alors que le sphinx tombe, Haruka s'approche du délégué de classe et lui annonce maladroitement qu'il est de retour. Il fait plaisir à voir et la déléguée de classe est ravie d'avoir enfin retrouvé son solitaire préféré. Le reste de la classe est ravi qu'il soit sain et sauf et lui souhaite la bienvenue. Ils sont peut-être un peu contrariés par le fait qu'il leur ait donné du fil à retordre, mais tout le monde est heureux qu'il aille bien. La déléguée de classe remarque un chevalier étrange derrière Haruka et lui demande qui est son nouveau camarade. Il s'apprête à faire les présentations quand soudain, le sol se fissure et cède. Tout à coup, le solitaire plonge dans l'obscurité,
mais il s'y était préparé. En se servant des décombres et des débris, Haruka saute pour se mettre à l'abri. Les autres sont choqués, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas en faisant une chute mortelle qu'il va s'en aller. Le donjon a l'intention de lui prouver qu'il a tort, car le sol se brise à nouveau, et cette fois, Haruka n'est pas préparé. La dernière fois que son camarade est tombé, elle n'a pas pu le sauver, mais cette fois-ci sera différente. Elle saute sur le bord et l'attrape avant qu'il ne soit trop tard, disant à Haruka qu'elle le tient maintenant et qu'elle ne le lâchera plus jamais. Haruka sourit, disant que ce n'est pas une si mauvaise chose. Bien qu'ils soient enfin réunis, leurs problèmes sont loin d'être terminés. Le trou dans lequel il a failli tomber a révélé la troisième vague du Stampede. Lorsque ces monstres atteindront la surface, il ne restera plus rien de moi. Mais Haruka a un plan, il se tourne vers Angelica, car il sait quelle sera la clé pour arrêter tout ça. Muriel demande à tout le monde de se tirer de là, et Ofté décide de se diriger vers la porte de distorsion. Haruka n'en croit pas ses oreilles, il ne savait pas qu'il existait un moyen rapide de sortir. Ofté explique que c'est généralement le cas lorsqu'on descend le donjon comme une personne normale, personne n'est jamais remonté du fond. Alors que nos héros se précipitent vers la porte, la déléguée de classe demande à Haruka comment il a réussi à vaincre tous les monstres pour les atteindre. Il lui répond qu'essayer de les combattre de front ne marcherait jamais, mais que dans ce monde, une astuce et un esprit vif peuvent vous mener loin. En arrivant à la ville, la classe découvre qu'Omoa et ses braves défenseurs sont toujours debout. Ils n'ont pas le temps de se saluer, car la troisième vague est juste derrière eux. Ce qu'ils ont affronté auparavant n'était qu'un simple filet d'eau, mais ce nouveau déluge de monstres est titanesque et menace de balayer la ville. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas moyen de l'arrêter, et même les habitants recroquevillés sur eux-mêmes peuvent sentir le Stampede approcher et faire trembler la terre. Tout espoir semble perdu, mais Haruka se tourne vers Angelica et lui donne le signal. Le chevalier s'avance, rengaine son épée et l'enfonce dans le sol. Une lumière aveuglante jaillit de sa lame, se répandant sur tout Omoa, et les monstres disparaissent en un éclair, anéantis par le pouvoir de la véritable souveraine du donjon. Haruka se réjouit et déclare que tout s'est déroulé comme prévu. Tout le monde veut savoir ce qui se passe, et Haruka explique qu'Angelica est en fait l'empereur du donjon. Apprendre que le chevalier est un monstre est un véritable choc, mais Haruka se porte garant d'elle. Il dit que sans l'aide d'Angelica, il n'aurait jamais pu sortir du donjon. Omoa est donc sauvé, et comme Haruka l'avait promis, Angelica l'est aussi. La vie reprenant son cours normal, Haruka a l'occasion de travailler sur un petit projet auquel il pense depuis qu'il a ramassé son premier butin dans le donjon. Il a créé une sorte de petit groupe et a invité tous les élèves de sa classe pour qu'ils s'amusent. Lorsqu'ils arrivent, il voit les rangées de matériel de haut niveau qu'il a ramassé, et le solitaire annonce qu'il est temps de faire du shopping, avec une généreuse réduction pour ses amis. Les premiers arrivés sont les premiers servis, et cela devient rapidement un concours amical pour voir qui peut s'approprier le meilleur butin. Comme chaque vendredi noir, il y a peut-être eu quelques victimes, en particulier parmi les garçons qui n'ont pas pu rivaliser avec les talents de shopping des dames. Prenant pitié d'eux, Haruka leur offre un peu plus de butin qu'ils gardaient de côté. En fin de compte, il est heureux de voir que tout le monde a reçu quelque chose, car cela leur facilitera certainement la vie à l'avenir. Cependant, il s'inquiète surtout pour Angelica, car il n'a aucune idée du temps qu'elle a passé dans ce donjon. Ce genre d'isolement peut laisser une personne avec de vrais problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de socialiser avec les gens. Comme elle va rester avec eux dans la ville à partir de maintenant, cela pourrait être un problème. Pour une solitaire comme Haruka, Angelica semble être une âme sœur. Comme à la fin de tout bon donjon, tout le monde est tout sourire avec le butin qu'ils ont obtenu. Oda dit qu'Haruka est un bon gars pour leur avoir donné tous ces objets rares et équipements utiles. Pendant ce temps, Haruka est là, comme Scrooge McDuck, à se rouler dans l'argent qu'il a gagné en vendant tout ça. Les affaires sont florissantes pour le solitaire, mais l'interruption de la déléguée de classe le pousse à cacher tout l'or qu'il a durement gagné. Alors qu'Angelica passe avec encore plus d'argent de la braderie, il demande à la déléguée si elle est contente de l'équipement qu'elle a reçu. Elle l'est, mais elle est plus intéressée par une présentation en bonne et due forme d'Angelica. Toujours aussi maladroit, Haruka fait de son mieux. Il décrit Angelica comme un squelette fiable et révèle qu'elle était l'empereur du donjon. La déléguée de classe est choquée et lui demande s'il a réussi à l'apprivoiser en utilisant l'infâme anneau de phéromone. Haruka répond « Bien sûr que non. Tout ce qu'il m'a fallu, c'est une petite application inoffensive de ma compétence de subjugation. » La déléguée de classe ne le prend pas bien, et après avoir un peu tabassé le solitaire, elle lui lance un regard de mort. S'il ne veut pas expliquer ce qui s'est réellement passé, Angelica le fera elle-même. La déléguée de classe s'empare de la fille Skelly et les deux s'envolent. Les filles se réunissent pour parler, mais les choses sont un peu gênantes lorsqu'elles essaient d'interroger quelqu'un qui ne peut pas vraiment parler. Les filles se demandent si le fait d'être un empereur signifie qu'elle est en fait un garçon, mais elle secoue la tête, non. Elle se demande quel âge elle a, et Angelica utilise ses mains pour indiquer qu'elle a 17 ans. La classe est ravie d'apprendre qu'elle a le même âge qu'eux. Tout le monde se réjouit de l'arrivée d'une nouvelle fille comme eux, mais la pauvre Angelica est un peu dépassée par toute cette attention et ce flot de questions.
Heureusement, la déléguée de classe est là pour lui prendre la main et la réconforter. Ils vont y aller doucement et comprendre les choses à son rythme. À l'aide d'un jeu de charade, Angelica parvient à expliquer sa situation d'empereur du donjon et sa vie dans les profondeurs de l'obscurité. Elle explique également que c'est Haruka qui l'a sauvée et qui a brisé la malédiction. À la fin, la déléguée de classe et les autres ont pris leur décision, ils vont protéger cette jolie fille quoi qu'il arrive. Mais avant tout, il y a une scène de bain obligatoire. Angelica a beau être un sac d'os, elle n'en reste pas moins une fille, et aucune fille ne peut refuser un bon bain chaud. Les filles aident Angelica à se débarrasser de son armure, se rendant compte qu'elles vont devoir partager le bain avec un squelette effrayant, mais elles promettent de ne pas juger. En enlevant la première pièce de son armure, elles se rendent vite compte qu'il n'y a pas d'os sous tout cet acier. Plus ils enlèvent de pièces, plus ils sont choqués. Il s'avère qu'Angelica n'est qu'une fille humaine ordinaire. Pendant ce temps, Haruka, très chanceuse, se couche pour la nuit. La journée a été bonne, mais son esprit est toujours préoccupé. Il est déçu de ne pas avoir réussi à trouver l'anneau qu'il voulait, mais rien ne lui remonte le moral aussi vite que de voir ses statistiques augmenter. Il a gagné 6 niveaux au cours de cette épreuve, et plusieurs de ses compétences ont atteint de nouveaux sommets. Malgré toute sa force, sans ses camarades de classe et Angelica, il n'aurait eu aucune chance contre le Stampede. S'il veut vraiment se battre seul un jour, il doit encore devenir plus fort. C'est décidé, il doit retourner dans les bois. Le 33e jour, Haruka va rencontrer la déléguée de classe. Il lui annonce qu'il retourne dans la forêt pour s'entraîner et se détendre, mais la déléguée a une réaction étrange. Elle regarde Angelica, et en repensant à ce qu'elle a vu hier, elle a compris qu'Haruka n'a aucune idée du genre de bombe blonde qui se cache en fait sous toute cette armure, alors quand Haruka demande à Angelica si elle veut se joindre à lui, la déléguée de classe a une mini-crise de panique. 2 adolescents seuls dans les bois, c'est la recette d'un désastre. Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir, la déléguée de classe se lève et leur dit d'attendre. Cependant, alors qu'elle se ressaisit, la déléguée de classe se rend compte de l'étrangeté de son comportement. Elle dit maladroitement à Haruka d'être gentil avec cette fille, mais le solitaire ne comprend pas vraiment, et il promet qu'il le sera. La forêt a toujours été sa préférée, et Haruka est heureux d'y être enfin retourné. Angelica et lui décident de faire une course, d'une part pour s'amuser et d'autre part pour l'aider à tester certains de ses nouveaux mouvements. Il demande au chevalier de le suivre avant de s'élancer à une vitesse fulgurante. La vitesse d'Haruka est incroyable grâce à ses nouvelles compétences, mais elle est difficile à contrôler. Il s'écrase au bord d'une falaise et s'envole par-dessus le bord. Heureusement, il s'est suffisamment entraîné à tomber récemment pour savoir quoi faire et atterrir sans problème. Haruka se rend compte qu'il doit travailler un peu ses compétences s'il veut les maîtriser. Haruka essaie d'avertir Angelica que le sol est glissant, mais il est trop tard. Le chevalier tombe à pic, mais le solitaire l'attrape facilement dans ses bras. Il est surpris qu'un squelette puisse peser aussi lourd, et la vapeur de la comète sort pratiquement du casque d'Angelica. Après avoir enfin atteint sa grotte, Haruka se plonge rapidement dans un bain chaud. Pour plaisanter, il demande à Angelica si elle veut se joindre à lui, ce qui le fait rire. Son rire est interrompu lorsqu'Angelica accepte son offre. Au bout d'une longue minute, le solitaire comprend enfin ce qui se passe. Ils décident qu'ils doivent parler et que la seule chose qui rendrait cette interaction moins gênante serait qu'ils se mettent au lit ensemble. C'est ce qu'ils font, et il s'avère qu'Angelica est plutôt timide, au point de rendre Haruka nerveux. Il lui demande si elle peut parler, mais la jeune fille est restée si longtemps dans ce donjon sans personne à qui parler qu'elle a perdu l'usage de sa voix. Il faut beaucoup de gestes et d'agitation des bras, mais Angelica parvient à expliquer comment elle s'est retrouvée dans cette situation. Il est vrai qu'avant, elle n'était que des os sous une cape. Mais l'armure maudite qu'elle a revêtue lui a rendu sa chair pour activer sa malédiction. Ensuite, le bracelet qu'ils ont trouvé a annulé la malédiction, ce qui lui a permis d'enlever l'armure. Il devient évident que tous les objets rares dont Haruka lui a fait cadeau ont eu un effet qui a finalement permis à Angelica de retrouver la vie et le corps qu'elle avait perdu. En fait, c'est grâce à Haruka qu'elle est à nouveau entière. Cela explique aussi pourquoi elle est si attachée à lui. Haruka s'assure que cet attachement est juste pour elle car elle ne lui doit rien et dit qu'elle devrait faire ce qu'elle veut maintenant qu'elle est libre. Elle n'est pas obligée de rester avec lui par obligation. Pour Angelica, cependant, ses paroles sont douloureuses. Elle est plus que reconnaissante, elle veut être avec lui plus que tout. Angelica est pratiquement en larmes lorsqu'Haruka comprend enfin à quel point sa compagnie est importante pour quelqu'un qui a été seul pendant si longtemps. Il pense qu'il n'y a pas de mal à ce qu'ils restent ensemble encore un peu, mais cela devient un peu bizarre, alors il essaie de lui remonter le moral avec une histoire. Il lui demande si elle veut entendre toutes ses aventures et l'avertit qu'elles vont être longues et amusantes, alors elle ferait mieux de s'y attacher. Il parle toute la nuit, la faisant sourire en lui racontant ses histoires de solitaire à solitaire. Le lendemain, Haruka lui demande si elle peut s'entraîner avec lui. Il a une ou deux compétences qu'il doit travailler et elle est la partenaire idéale. Se souvenant de leur combat, il veut surpasser sa vitesse incroyable, qui n'a probablement fait que s'accélérer après leur séjour dans le donjon. Il a la réponse à sa vitesse,
car sa compétence décalage lui donnera l'avantage dont il a besoin. Angelica se précipite avec sa lame, et son utilisateur débute en shift pour la Matrix comme Neo. Évitant sa première attaque, il décide de la contrer avec la sienne, mais en fin de compte, il se fait parer comme un vulgaire désinvolte et reçoit un coup sur la tête. Haruka lui dit d'attendre, un jour, il sera plus fort qu'elle. Après avoir ramassé un tas de poissons dans la rivière grâce à son petit tour de passe-passe, il décide de se faire un bon petit plat chaud. Ils préparent le repas ensemble dans la cuisine, et bien qu'Angelica ait affronté de nombreux adversaires, elle n'a jamais fait face à un poisson auparavant et le regarde comme s'il était sur le point de mordre à son tour. Haruka se glisse dans le poisson en douceur et montre à l'épéiste comment manier le couteau. Alors qu'Haruka a fini de manger, Angelica semble avoir quelque chose à l'esprit. Elle lui prend la main et l'entraîne vers le lit sans un mot. Il s'avère qu'Angelica veut juste lui faire un massage pour le remercier. Haruka est ravie jusqu'à ce qu'il découvre à quel point elle est nulle en la matière. Elle se donne peut-être à fond, mais il est vraiment impressionnant de voir comment elle réussit à toucher tous les mauvais endroits de son corps. À la fin, il peut à peine se tenir debout, mais il fait de son mieux pour garder la tête haute, et Haruka dit qu'il n'a jamais eu un meilleur massage de sa vie. Ils sortent ensuite pour admirer le ciel nocturne. Haruka ne peut qu'imaginer à quel point la vie a été dure, n'ayant connu que la bataille, mais il voit à quel point elle essaie de faire des progrès. Il essaie de la réconforter, mais la timide Angelica s'éloigne de lui. Elle essaie désespérément de dire quelque chose, mais les mots ne sortent pas, ce qui est encore pire. Haruka lui dit qu'il n'y a pas lieu de se laisser abattre, que c'est un processus et qu'il sera à ses côtés à chaque étape. Après 10 jours de vacances dans les bois, ils retournent enfin à Omoa. Sur la route, ils sont surpris par une averse. Haruka prend la main d'Angelica et elles courent ensemble sous la pluie. Retrouvant leurs camarades de classe, tout le monde comprend immédiatement qu'il se passe quelque chose en remarquant que les deux héroïnes se tiennent scandaleusement la main. Les filles prennent Angelica à part et veulent entendre tous les potins juteux jusqu'à ce que la déléguée de classe la sauve. Les garçons essaient de faire passer un mauvais moment à Haruka pour avoir passé autant de temps seul avec une jolie fille, et il doit les chasser. Il dit à Angelica que ce n'est pas grave si elle veut rester à discuter, mais qu'il va aller se promener. Mais au moment de partir, il entend une nouvelle voix qui lui demande d'attendre. En se retournant, il se rend compte qu'il s'agit d'Angelica, qui fait de son mieux pour sortir les mots. Bien qu'elle ait du mal à le faire, elle finit par dire « merci ». Haruka sourit et acquiesce, car il est fier d'elle. S'il y a bien une chose qu'il a apprise au cours de cette folle aventure avec Isaki, c'est que tout le monde a ses propres problèmes. Personne ne peut échapper au sentiment d'être piégé ou mal à l'aise avec les gens, mais au fond, tout le monde se sent seul. D'une certaine façon, tout le monde est un peu solitaire, comme lui, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont seuls. C'est pourquoi le solitaire continue à avancer. C'est pourquoi Haruka va maîtriser ce nouveau monde seul. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.